on a connu les guerres pour le pétrole, mais on risque d'avoir les guerres pour le tableau périodique. L'Anthropocène, c'est le moment où le premier humain a mis la main sur le four et a fait du bronze, ou de l'or ou de l'argent, et là c'était parti. Il y a moyen d'avoir encore ChatGPT en 2300 ou vraiment c'est mort? Donc on est en roue libre par rapport à des procédés géophysiques qui tôt ou tard nous reviennent sur la table en disant « Coucou, c'est moi, je suis la contrainte physique, enchanté ». Le summum de l'incompréhension, c'est le numérique low-tech. D'un point de vue physico-chimique, est-ce qu'on arrive à imaginer une soutenabilité forte qui soit pas, on va dire, une société médiévale ou une société de chasseurs-cueilleurs? Mais il n'y a rien qui l'exclut d'un point de vue sciences naturelles. Bonjour. Avant de commencer, un petit mot pour vous remercier et vous demander de vous abonner. Ça vous coûte rien et ça nous aide énormément. Bon entretien. José Alloy, bonjour. Bonjour. José, tu es professeur de physique, voilà, dans le domaine des systèmes complexes, et tu enseignes ce qu'on appelle la soutenabilité forte. Tu vas nous expliquer ce que c'est. On va parler de techno-zombies aussi, tu nous expliqueras ce que c'est. Ce qui m'a beaucoup marqué lors d'une de nos premières conversations, c'est tu disais « Oh, vous autres, vous êtes préoccupés par 2050, 2100, moi, je suis sur 2300, 2400. » Donc, on va parler du long terme et du très très long terme. Des cas pratiques comme l'IA, une techno-zombie que tu cites, et pour toi, c'est déjà mort. On va parler aussi de ton regard sur la situation au Moyen-Orient, la guerre en Iran, ce que ça dit de la gestion des ressources et des matières premières. D'ailleurs, selon toi, on n'a pas tant de problèmes d'énergie, mais surtout un problème de matériaux. Et tu vas nous expliquer tout ça. Peut-être, pour commencer par les fondements scientifiques, c'est quoi la soutenabilité forte ? Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions des économistes que j'ai tout de suite oubliées. Et puis, il y a la définition selon des échelles de temps. En fait, je pense que quand on réfléchit aux questions de soutenabilité, il y a deux dimensions très importantes. C'est la dimension spatiale, et donc on va du microscopique à la planète, et puis les échelles de temps. Alors, l'histoire de la Terre et l'histoire du vivant se mesurent en milliards d'années, 4 milliards d'années. Et donc, je me suis dit que la soutenabilité forte, c'est ce qui dure sur des millénaires, voire des milliards d'années. Alors, dit comme ça paraît étonnant. Et donc, la soutenabilité faible, c'est ce qui dure quelques siècles, par exemple. Alors, pourquoi ça semble étonnant? C'est parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'échelle, alors que dans les sciences naturelles, dans les sciences du vivant ou la physique, on est habitué à l'âge de l'univers, en fait, à l'histoire du vivant depuis l'origine de la vie à nos jours. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la planète, c'est la seule planète vivante qu'on connaît, eh bien, il y a des systèmes physico-chimiques qui durent depuis 4 milliards d'années, c'est le vivant. La photosynthèse. Par exemple. Et si on regarde la photosynthèse, c'est 3 milliards, mais avec accumulation d'oxygène dans l'atmosphère, c'est entre 2 et 2 milliards et demi d'années. Donc voilà une technologie, on peut l'appeler comme ça, qui convertit, c'est-à-dire un ensemble de processus physico-chimiques qui convertit le flux solaire électromagnétique en liaison chimique, et donc qui stocke de l'énergie. Et ça marche sans discontinuer depuis 2 milliards et demi. Donc voilà, ça marche. Et donc la question c'est, peut-on inventer des technologies humaines sur des durées pareilles? Alors je serai plus modeste, on va faire quelques millénaires, on n'est pas obligé de faire des milliards d'années, puisque le vivant est capable de le faire. Et c'est d'ailleurs ce que l'humanité a toujours fait, c'est-à-dire se brancher sur le vivant dont on fait partie. En fait, on se branche pas, on est intimement lié au vivant. Et l'existence de l'humanité dépend essentiellement de la photosynthèse. Et donc, si on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien, on a été chasseurs-cueilleurs pendant 300 000 ans à peu près. Et donc, on dépendait complètement du fonctionnement milliardaire, j'allais dire, sur des milliards d'années du vivant. Et puis, si on regarde le néolithique, une douzaine de milliers d'années, avec ce qu'on va appeler après la formation des villes et puis des empires, etc., des royaumes. Donc le néolithique, 12 milliards d'années, c'est la domestication du soleil à travers la photosynthèse. En fait, l'invention de l'agriculture, c'est la domestication du soleil à travers la photosynthèse. Et donc, on améliore la productivité de la photosynthèse au bénéfice des sociétés humaines. Et quand on arrive à faire ça, on a un surplus de nourriture, par exemple, et d'autres biens, vêtements, des fibres animales, végétales pour des vêtements, des matériaux de construction comme le bois. Et donc, quand on a ces surplus, eh bien, on peut commencer à fabriquer une ville. Parce que là, il y a des gens qui font pas d'agriculture et qui habitent
dans des maisons qui se nourrissent et qui portent des vêtements. Donc, d'où viennent ces surplus? De la domestication du soleil à travers la photosynthèse. Est-ce que dès qu'on construit des villes, on ne sort pas déjà de la soutenabilité forte? Est-ce qu'on peut Alors, avoir une ça, c'est une société discussion, urbaine il y a- complexe qui peut durer des milliers, dizaines de milliers d'années? Tout à fait, c'est intéressant parce qu'il y avait un colloque là-dessus avec des archéologues auxquels j'ai pas pu assister parce que j'étais occupé à donner cours. Mais est-ce que l'Anthropocène commence pas au Néolithique? Et c'est une bonne question parce que c'est effectivement intéressant de se poser la question parce que moi je pense que l'Anthropocène commence, on met le doigt dans l'engrenage à partir du moment où on utilise les métaux. C'est-à-dire l'âge du bronze, l'âge du fer, comme on apprend à l'école. À partir du moment où on découvre la métallurgie, à ce moment-là, on a une catégorie de matériaux qui est extrêmement intéressante, qui sont les métaux, extrêmement intéressante pour faire la guerre dans un premier temps, il ne faut pas oublier. Après, pour faire de l'agriculture dans un deuxième temps. Et les métaux demandent des chaleurs très élevées. Et donc, c'est pas un hasard qu'on commence par le bronze avant le fer, parce que le fer exige des températures plus élevées, de l'ordre de 1500-1600 degrés centigrades. Et donc ça, il faut maîtriser la technique du four très chaud. Et ça prend du temps de maîtriser cette technique. C'est pour ça qu'on a commencé avec le bronze, un liage de cuivre qui est moins chaud. Il faut monter moins dans les températures, c'est plus gérable. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de puissance. On a besoin d'énergie, mais on n'a pas de problème d'énergie, j'expliquerai pourquoi. Mais on met le doigt dans l'engrenage de la puissance. C'est-à-dire, pour produire du fer, il faut une puissance colossale, puisque si on veut produire des tonnes de fer, il faut des hauts fourneaux. Et ces hauts fourneaux actuels, ils fonctionnent en mégawatts, en millions de watts, ou en gigawatts, en milliards de watts. Et ça commence au moment où on se dit « Mon Dieu, que c'est beau, ces métaux, l'or, l'argent, qui vont faire la monnaie et les bijoux, et puis le cuivre avec le bronze, et puis le fer, l'acier, etc. » Et donc, moi, je dirais que l'Anthropocène, c'est le moment où le premier humain a mis la main sur le four et a fait du bronze ou de l'or ou de l'argent, et là, c'était parti. Parce qu'effectivement, l'amplification de l'utilisation des combustibles fossiles, c'est une amplification d'abord de l'industrie de la métallurgie, avec le couplage charbonnage-acier, charbon-acier, que l'on voit dans le paysage d'ailleurs. C'est généralement les aciéries étaient à côté des mines de charbon pour éviter le transport à long terme au début. Parce que c'est pas avec du charbon qu'on produit de l'acier. Toi, tu dis que le charbon est d'abord issu des métaux. Non, c'est un système. C'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire, quand on a du charbon, on peut faire du métal. Et quand on a des métaux, eh bien, on peut faire des machines qui nous aident à extraire plus de charbon. Et évidemment, encore une fois, comme avec l'agriculture, il y a un surplus où on peut faire autre chose que des machines pour extraire le charbon. Je rappelle que la machine à vapeur, au départ, c'était les pompes au Royaume-Uni pour pomper l'eau des mines de charbon. Et puis, on s'est rendu compte en les améliorant qu'on pouvait faire autre chose que des pompes. On faisait déjà des moulins à vent et des moulins à eau, donc on pouvait faire de la force mécanique en plus. Mais donc, il y a vraiment un couplage intime entre la puissance d'un combustible, quel qu'il soit, et la production métallique. Et la différence, en fait, ce qui se passe à la fin du 18e, début du 19e au Royaume-Uni, c'est justement qu'on commence à utiliser le charbon de mine, donc le charbon fossile, qui est un stock de photosynthèse, qui est un stock du soleil qui a brillé au Carbonifère. Donc, en fait, c'est encore de la photosynthèse qui a été transformée par la géologie terrestre. Donc, c'est un stock de soleil. L'avantage, c'est qu'on peut l'allumer et l'éteindre quand on veut, contrairement au soleil. Et l'autre avantage, c'est qu'avant, on utilisait le bois ou le charbon de bois. Et le problème du bois et du charbon de bois, c'est qu'il faut une surface de forêt et il faut attendre que la forêt pousse. Et donc, on est sous la contrainte solaire dans ce cas-là. Tandis que les combustibles fossiles, c'est le soleil il y a quelques centaines de millions d'années. Et donc là, on n'est plus sous la contrainte solaire. On a un soleil qu'on peut éteindre et allumer. Et c'est très difficile d'avoir du gigawatt avec du solaire, tu le sais très bien. Tu imagines la surface de panneaux photovoltaïques qu'il faudrait pour faire... C'est pas impossible, mais disons qu'en termes de surface, c'est très important. Et en termes de matériaux, c'est très important. Pour revenir justement aux sociétés basées essentiellement sur l'énergie du bois, il me semble que la moitié des forêts naturelles dans le monde avaient déjà été abattues avant la société thermo-industrielle, donc avant le 19e siècle. On a un petit peu continué après, mais mine de rien, les rendements élevés ont permis de limiter que la casse depuis une centaine d'années où on déforeste moins. Du coup, est-ce que déjà les sociétés, même avant la civilisation thermo-industrielle, sur laquelle on reviendra, est-ce que déjà elles échouaient dans la soutenabilité forte malgré... Alors, pas complètement, c'est-à-dire
on coupe les forêts pour 2 raisons principales. D'abord, pour avoir une extension de l'agriculture, donc avoir des surfaces agricoles supplémentaires. Et évidemment, on ne coupe pas, on n'épuise pas, on apprend à ne pas épuiser les forêts pour avoir du bois de construction et du bois de chauffage ou du charbon de bois. D'ailleurs, c'est la forêt de Brocéliande en Bretagne était une source de charbon de bois jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc ça, c'est très important parce qu'on est toujours sous la contrainte solaire. On est toujours dans le néolithique, en fait, les enfants du néolithique. Et la véritable rupture avec ça, ce sont les combustibles fossiles. D'abord le charbon, et puis au début du XXe siècle, le pétrole, le gaz. Et ça, on se libère de la contrainte solaire. On a la puissance que l'on veut à la demande, parce qu'on a résolu, les ingénieurs sont intelligents, ils ont résolu le problème technique. Donc pour avoir de la puissance, il faut injecter le plus vite possible un combustible dans une machine thermique. Et ça, les ingénieurs font très bien. On peut injecter 1 demi-litre d'essence par seconde facilement, par exemple. Et à ce moment-là, on a une puissance qui peut se mesurer en mégawatts. Alors que si on pourrait injecter du charbon de bois à la même vitesse, mais à un moment, on est limité par la disponibilité de la forêt. Et quand il n'y a plus de charbon de bois, il faut attendre que la forêt pousse ou avoir une surface de forêt considérable. Donc la contrainte est très différente. En fait, avec un combustible, puisqu'on fait de la physique, avec un combustible, on a des joules par kilogramme. Donc si je veux de la puissance, il me manque des joules par seconde pour avoir des watts. Donc il me faut une échelle de temps. C'est la vitesse d'injection des kilogrammes dans la machine. Pour le soleil, c'est pas la même chose. C'est un flux électromagnétique. Donc, c'est des watts par mètre carré. Ouais. Donc, c'est des joules par seconde et par mètre carré. Donc, si je veux plus de puissance, je dois augmenter les mètres carrés. C'est d'ailleurs pour ça que les arbres sont en 3 dimensions. À un moment, ils se disent, pour augmenter ma capacité de photosynthèse, il faut que je déploie ma surface en 3 dimensions. Ils font un tronc qui leur donne un avantage concurrentiel avec les autres plantes autour. Et chose remarquable, c'est que 80% de la masse d'un arbre est morte. En fait, il se fabrique un poteau sur lequel il va greffer l'arbre vivant, qui sont l'écorce et les feuilles. Et ces feuilles sont déployées en 3 dimensions pour augmenter le nombre de mètres carrés. Mais ça coûte cher d'entretenir cette taille d'arbre, en fait, le tronc gigantesque. Et donc, plutôt le laisser mourir. Ça sert toujours de support, mais on n'est pas obligé de l'entretenir. Donc, on voit que l'évolution biologique a réglé le problème de l'extension spatiale et de la soutenabilité. Et c'est aussi très intéressant de se rendre compte que la photosynthèse a un rendement très faible, de l'ordre de 1% en moyenne, alors qu'on a des panneaux photovoltaïques, les meilleurs vont jusqu'à 40, 48. Et dans le marché, effectivement, c'est 20, 25. Mais en laboratoire, on peut encore faire mieux. On se dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'en 3 milliards d'années, l'évolution ne fait pas mieux? Si, elle a fait mieux. Elle a fait des espèces qui durent depuis des centaines de millions d'années et qui sont la principale biomasse sur Terre, qu'on appelle les plantes. Tandis que les panneaux photovoltaïques tels qu'ils sont conçus ne vont pas durer des milliards d'années pour des raisons qu'on peut expliquer dans la conversation. On pourra, pour aller plus loin sur l'insoutenabilité de notre société thermo-industrielle actuelle, alors c'est quelque chose, je pense, qui est assez évident pour quiconque réfléchit, que ça va durer tout au plus quelques siècles. Alors, on a tendance à citer le pétrole. Alors, est-ce que le pic est déjà franchi, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans? Bon, à l'échelle de siècles, voilà, c'est évident. On a tendance à parler de pollution, de changement climatique, tout ça. Toi, c'est pas l'angle sous lequel tu le perçois. Est-ce que tu peux nous expliquer, dans ta vision, pourquoi ça peut durer tout au plus quelques siècles? Si, c'est simplement un stock. Donc, il y a un stock géologique qui dépend de l'histoire de la Terre et de la photosynthèse stocké sous forme de charbon, de pétrole et de gaz. Ça, c'est un stock. On ne sait pas très bien combien il y a de pétrole, de charbon et de gaz, évidemment. Il y a une inconnue. Et si on veut ergoter, on va jouer sur le doute et les incertitudes. Mais c'est un stock. Donc, ça veut dire qu'une fois que c'est épuisé, est-ce que ça se renouvelle? Eh bien, très difficile à dire, mais probablement pas du tout. Parce que d'abord, ça dépend des échelles de temps géologiques qui sont inaccessibles aux civilisations humaines. Là, on est en millions d'années ou en milliards d'années. Et puis, on n'a pas les mêmes conditions biologiques ni géologiques, et donc, c'est pas sûr qu'on puisse reproduire ces combustibles fossiles. Donc, la question, n'est pas allons-nous sortir des combustibles fossiles? Parce que ça, c'est un fait. À partir du moment où on commence à utiliser les combustibles fossiles, on sort des combustibles fossiles par épuisement de la ressource. Ou pour des raisons rationnelles de réchauffement climatique. Et qu'on peut décider d'arrêter de l'utiliser. Mais si
on va jusqu'au bout, en supposant qu'on reste encore vivant, eh bien, il y a une fin. On ne sait pas très bien où est cette fin, mais en fait, quand on regarde la discussion et qu'on a des estimations raisonnables, on voit bien qu'il ne nous reste pas 3000 ans de charbon, 3000 ans de gaz et 3000 ans de pétrole. Il nous reste, grosso modo, on va voir les estimations, mais il nous reste un gros siècle. Et finalement, les combustibles fossiles, c'est une parenthèse de 4 siècles, l'ordre de grandeur, 4 siècles dans l'histoire de l'humanité, 12 000 ans de néolithique, donc c'est quand même une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Oui, 4 siècles, tu commences en 1800. Oui, c'est ça. Oui, voilà. On a le 19e, on en consommait très peu. Le 20e. Surtout depuis 1950 qu'on en consomme beaucoup. Mais oui, 4 siècles. Maximum, pour le moment, selon les estimations. Ouais. Et puis, il y a une rétroaction qui est aussi très importante sur les cycles biogéochimiques, en particulier le cycle du carbone. Donc, le réchauffement climatique, c'est une perturbation du cycle du carbone. Quand on arrive à la période Holocène sur Terre, on a une sorte de stabilisation de la concentration en gaz à effet de serre par rapport aux écosystèmes qui utilisent, donc les plantes qui utilisent le dioxyde de carbone. Il y a une sorte de stabilisation. Et le réchauffement climatique, c'est on produit tellement de gaz à effet de serre qu'on sort de l'Holocène, c'est l'idée d'Anthropocène, et qu'on a un nouveau climat qui se met en place. C'est déjà arrivé auparavant, mais simplement, là, la responsabilité, ce sont les sociétés humaines qui utilisent les combustibles fossiles. Et donc là, on sort d'un équilibre de régime qui a été favorable à l'humanité, parce que quand on regarde le début du néolithique, eh bien, il est favorisé après les ères glaciaires, justement l'entrée dans l'Holocène avec une relative stabilité climatique. Et là, on sort de ce régime où il y avait une relative stabilité du climatique vers un climat de plus en plus chaud. Donc, on peut arrêter les combustibles fossiles pour 2 raisons. Soit on répond à cette question-là, qui est une question existentielle de manière rationnelle, soit on va jusqu'au bout de la ressource. Mais de toute façon, il y a une fin aux combustibles fossiles. La question ne se pose pas. La question, c'est quand et qu'est-ce qu'on va faire en sortant des combustibles fossiles. Et les métaux dans tout ça ? Les métaux dans tout ça, si on n'a pas de combustibles fossiles, ça devient compliqué. Ça devient compliqué à produire les quantités équivalentes. Donc l'exemple que je prends avec mes étudiants, c'est est-ce que c'était possible de faire, c'est une question que je pose, est-ce que c'était possible de faire la Tour Eiffel au XVIIIe siècle ? Alors en général, on a des réponses du genre « Ah, mais on ne connaissait pas bien la métallurgie ». Il y a eu des progrès techniques, on ne maîtrisait pas l'architecture métallique, etc. Ce qui est vrai, évidemment, on n'avait pas encore les connaissances techniques, mais surtout, on n'avait pas les moyens thermiques de le faire. Parce qu'en fait, si je regarde la forge de Buffon qui se trouve en Bourgogne, ça produisait à peu près 400 tonnes de fonte par an, avec une surface de forêt 128 hectares et probablement du bois ou du charbon de bois qui venait d'ailleurs, et la mine de fer qui se trouvait à 12 kilomètres. Il faut 9300 tonnes de fer pudelé pour faire la Tour Eiffel. Ça veut dire qu'il faut 20 fois la production annuelle de la forge de Buffon pour faire la Tour Eiffel au XVIIIe siècle. Donc en fait, il fallait une surface de forêt colossale et un nombre de forges. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais les forges modernes, enfin du 19e, auraient été plus efficaces avec la métallurgie de ça, mais même, on voit bien que l'ordre de grandeur n'y est pas. Et qu'il fallait mobiliser presque tout le royaume, on va dire, au 18e, pour faire la Tour Eiffel. Et pas de problème au 19e, puisqu'on a les charbonnages du nord de la France et de la Lorraine, etc. Problème réglé. Quel métal critique, on va dire, qui va particulièrement poser problème les prochaines décennies ou siècles ? Alors, ça, c'est un peu compliqué à dire, mais pour moi, je prends toujours l'exemple du cuivre. Parce que le cuivre, d'abord, tout le monde sait à quoi ça sert. Parce que sinon, si on commence avec le gallium, l'indium, le dysprosium... Alors, les réseaux électriques, les batteries de voitures électriques, le cuivre... Enfin, oui, pas de cuivre, pas d'électricité. Pas du principe qu'on connaît tous toutes les applications du cuivre. Non, mais le cuivre, soit on a des casseroles, soit on a des câbles chez soi. Donc, pas de cuivre, pas d'électricité. Pas d'électricité, pas de technologie numérique. Et si on supprime ça, il n'y a plus de civilisation occidentale. En fait, tout s'arrête. Il suffit de regarder quand il y a une coupure d'électricité, un blackout, on voit que notre système socio-économique est paralysé. Alors le cuivre, c'est une courbe que je dessine depuis une douzaine d'années, en essayant de faire la même chose que pour le pétrole, d'estimer une date, c'est pas une prédiction, mais d'estimer la date du pic de cuivre.
Et j'arrivais vers 2040-2050 avec les réserves, c'est-à-dire ce que les mineurs disent qu'ils ont dans leurs mines, et des mines qui sont en action, c'est-à-dire qui sont exploitées économiquement. C'est ce qu'on appelle les réserves. Et ça, je n'osais pas le dire parce que les gens me prenaient pour un... Avant la Covid et avant la guerre en Ukraine, etc., dire qu'on allait avoir un problème de cuivre autour des années 2040, on se dit, ce type a fumé la moquette, n'importe quoi. Et puis, j'étais plus prudent, je prenais les ressources. Les ressources, c'est ce que les géologues estiment pouvoir être utilisés pour autant qu'on convertisse certains gisements en mines exploitables économiquement. Et alors, avec les ressources, j'arrivais en 2075-2080. Et en fait, j'ai fait ça pour toute une série de métaux et on voit que les pics de production ne sont pas des prédictions, sont des estimations, mais ils tombent tous dans la seconde moitié du 21e siècle. Bon, si j'avais trouvé 2300 ou 2400, on n'en parlerait pas. Et donc, je trouvais ça étonnant. Et puis, petit à petit, maintenant, la question des matériaux critiques s'est imposée. Et j'étais très content parce que c'était en 2024, je pense. Oui, c'est en 2024. L'Agence internationale pour l'énergie. On ne peut pas dire que c'est une association de punk écolo. Hein. Et donc, ils ont fait des estimations avec des problèmes de cuivre à partir de 2030. Donc voilà une tension énorme parce qu'en plus, nous estimons que la sortie pour des raisons climatiques des combustibles fossiles, c'est l'électrification. Ouais. Et qui dit électrification dit augmentation de la demande de cuivre. Oui, le recyclage ne peut pas repousser le mur. En plus, c'est un métal qui résiste assez bien au temps. Tout à fait. Alors, le recyclage est idéal pour le cuivre parce qu'en fait, il est utilisé en concentration élevée. Il y a des câbles en cuivre qui sont pratiquement à 99% de cuivre. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de recycler du cuivre que d'aller le sortir d'une mine où la teneur en minerai de la mine est de l'ordre de 5-6%. Et c'est en baisse. On va d'abord exploiter les mines les plus intéressantes. Donc, c'est super intéressant. Alors, à peu près, on est de l'ordre de... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle recyclage, mais disons, on est inférieur à 50%, proche de 50% pour les métaux qu'on recycle facilement, c'est-à-dire l'aluminium, le cuivre, le nickel, par exemple. Et donc, on se dit, tiens, c'est marrant, ça... 40 à 50% de cuivre recyclé, finalement, c'est peu, parce que c'est très intéressant du point de vue économique, puisqu'on consomme beaucoup moins de puissance puisqu'il ne faut plus le purifier. Il a été purifié déjà une première fois. Et parce que c'est différent, parce qu'on retombe sur une problématique semblable à celle de la forêt. Il faut attendre que le cuivre en usage ne soit obsolète avant d'être recyclé. On ne va pas démonter le bâtiment du voisin pour fabriquer les câbles dont j'ai besoin dans mon bâtiment. Il faut attendre qu'il y ait une fin d'usage. Et donc, on est un peu dans la forêt. Il faut attendre que la forêt pousse. Là, il faut attendre que la forêt métaphorique du recyclage pousse, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de cuivre qui arrive en fin de vie, qu'on va réinjecter dans le système. Et on voit bien qu'on n'est plus du tout dans un système actuel qui est en croissance permanente, c'est-à-dire l'extraction du cuivre depuis qu'on a des données, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, est exponentielle, mais littéralement exponentielle, mathématiquement. Malgré la hausse du recyclage. Exactement. Mais... Ça reste. Et donc là, imaginons qu'on ait vidé toutes les mines de cuivre, eh bien, on retombe sur un régime de fluctuation, mais de quantité disponible par an bornée. Exact. Et c'est un autre monde. Et tout le problème de la croissance. Exactement. Une économie circulaire croissante, c'est techniquement possible. Moi, je parle rarement du point de vue économique pour ne pas rentrer dans des polémiques d'économie. Mais c'est vrai que du point de vue des matériaux, il y a cette idée-là. C'est-à-dire, il y a une quantité finie de matériaux et donc il y aura une disponibilité bornée, c'est-à-dire avec un minimum et un maximum, chaque année. Contrairement à ce qu'on a vécu depuis 2 siècles et quelques, il y a toujours plus. Remarquons aussi que quand on arrive au pic du cuivre, se met en place le jeu des chaises musicales. Il y en a peut-être plus suffisamment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut commencer à négocier quelle part de cuivre va à quel usage et à quel pays. Et donc là, on voit que les tensions à ce moment-là deviennent préoccupantes, comme on dit en langage diplomatique. Qu'est-ce qu'une technologie zombie ? Et qu'est-ce qu'une technologie vivante ? Alors, technologie zombie, j'arrive à cette conclusion justement en discutant de qu'est-ce qui est basé sur des stocks
et et les matériaux utilisés sont difficilement recyclables. Alors, grosso modo, c'est tout ce qu'on fait actuellement à peu près. À peu près à notre existence. Mais donc, pourquoi? Parce qu'on utilise principalement des combustibles fossiles dans les procédés de fabrication. On crée de la pureté qui a besoin de grande puissance, c'est-à-dire à partir de 5% de cuivre, je veux arriver à 99,99% de cuivre. Ça, on lutte contre le second principe, ça veut dire qu'on a besoin de puissance pour faire ce procédé de purification. Puis, on le distribue plus ou moins, avec une dissipation plus ou moins élevée dans différents produits, tout ce qui utilise l'élément en question. Et puis, quand on arrive au recyclage, il faut reséparer les éléments et recréer de la pureté pour réinjecter ces matériaux. Et le recyclage actuel, il est relativement faible, on estime, et encore c'est discutable, qu'il y a 5 ou 6% dans l'économie circulaire, on estime que c'est à 5 ou 6%, et je trouve que c'est généreux parce qu'il y a une confusion sur l'idée de recyclage. Plus, c'est en légère baisse. Oui, parce qu'effectivement, c'est un procédé très différent. Le recyclage, c'est un procédé socio-économique très différent de l'exploitation d'une mine. L'exploitation d'une mine, on peut imaginer qu'on est propriétaire et on est propriétaire d'une mine. On a un personnel disponible 24/24. On a des machines disponibles 24/24. Et la mine, il suffit de l'exploiter. Elle est toujours présente jusqu'à épuisement, d'accord ? Tandis que le recyclage, c'est un problème socio-économique. C'est-à-dire, on a distribué le matériau dans la société humaine, et puis il faut réagréger le matériau. Ça, c'est un processus social, socio-économique. Contrairement à l'exploitation d'une mine, au sens, il ne faut pas la réagréger, la mine. Il y a un procédé socio-économique d'exploitation de la mine, mais il est différent de celui de ramener le cuivre à la déchetterie, et puis la déchetterie faire un tri, et puis l'envoyer à l'usine de recyclage. Donc, c'est plus facile d'un point de vue socio-économique d'utiliser l'industrie minière et métallurgique qui fonctionne depuis des siècles, des millénaires, l'âge du bronze, que de se préoccuper du phénomène socio-économique de collecte qui fonctionne en fonction de la culture du pays, etc., etc. Et puis même l'efficacité, le tri, etc., etc. Donc, si j'ai ces contraintes-là, ça veut dire que les technologies que je fabrique contiennent la recette de leur disparition. Plus je vais fabriquer quelque chose qui épuise la ressource par recyclage quasi impossible, plus j'épuise la ressource. Typiquement, pour moi, l'archétype, tu voulais en parler, ce sont les technologies numériques. C'est-à-dire, il est extrêmement difficile. Alors là, il faut s'entendre sur recyclage, en fait. Pour moi, recyclage, je suis un extrémiste du recyclage, c'est on récupère tous les atomes et on les réutilise. Donc, quand on dit « Ah, mais dans le numérique, il y a du recyclage », en gros, on récupère l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium, l'acier, le verre, et puis avec ça, on n'a pas un microprocesseur. Non. Il faut tout le reste. Et tout le reste est dilué. C'est des dizaines de métaux. Oui, on a des dizaines d'éléments, dans un smartphone. une soixantaine, l'ordre de grandeur d'éléments différents qu'il faut récupérer. Et il faut les récupérer avec des procédés pour les réinjecter dans des procédés qui exigent une très grande pureté. Par exemple, le silicium que l'on utilise pour faire des microprocesseurs ou des panneaux photovoltaïques, dans le jargon, on dit qu'on a du silicium 9,9 ou 11,9. Alors 9,9 ou 11,9. Et ça, c'est le nombre de 9 après la virgule. C'est 99,99999. 99, donc on a 9 derrière la virgule, ou 11,9 derrière la virgule. C'est-à-dire, on utilise du silicium quasi pur. Alors, le 11,9, c'est pour faire de l'électronique. C'est-à-dire, on a besoin d'un silicium ultra pur que l'on va doper après pour faire les jonctions PN des semi-conducteurs. On va le doper avec du bore ou du phosphore, qui doit lui aussi être pur parce qu'il ne s'agit pas d'injecter des impuretés. Et d'ailleurs, si on va dans une usine qui fabrique des microprocesseurs ou de l'électronique, c'est ce qu'on appelle des salles blanches. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un filtrage de l'air, les gens sont en scaphandre parce que la moindre poussière fait que le système devient inutilisable. On a besoin d'une grande pureté. Donc on voit bien on a besoin d'hélium, si je comprends bien. On a besoin d'hélium aussi, on a besoin d'à peu près tous les gaz nobles. Qui sont disponibles en quantité finie. Ouais. Oui aussi, l'hélium, il est casse-pied, l'hélium, parce qu'il peut s'échapper. C'est un des gaz qui peut s'échapper de la Terre. Il peut s'évaporer, mais dans l'espace, avec de l'hydrogène. Et donc c'est un des éléments les plus critiques sur Terre, c'est l'hélium. Un coproduit ou sous-produit du gaz aussi, voilà, oui. ouais.
Là, le Qatar vient de perdre Ouais. une Et on a grosse gonflé, raffinerie. et on a gonflé des ballons de manière inconsciente, parce que Ouais. on aurait peut-être eu de meilleurs usages de l'hélium que Ouais. celui-là. Il y a moyen d'avoir encore ChatGPT en 2300 ou vraiment c'est mort? Ah, pour le moment, moi, je ne vois pas de solution. Pour le moment, non. Dans la situation actuelle, telle que les systèmes sont conçus, la réponse est non. C'est-à-dire, on voit les épuisements arriver à travers le 21e, et donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire au 22e siècle? Et c'est ça que j'appelle zombie. C'est-à-dire, Ouais. c'est des technologies qui envahissent le monde, les technologies numériques envahissent nos vies, de plus en plus, mais elles contiennent la recette de leur disparition, et leur disparition, c'est dans les 100 ans qui viennent, plus ou moins. Évidemment, ce n'est pas une prédiction, c'est une estimation, mais ça dépend des procédés physico-chimiques qu'on met en œuvre. D'accord ? Donc, on pourrait inventer un autre numérique. Il n'y a pas une impossibilité physique. On pourrait inventer un numérique basé sur du carbone, de la chimie du carbone. Par exemple, le cerveau humain, il n'est pas basé sur du silicium, il n'est pas métallique cristallin, c'est un truc mouillé, une espèce de gel gluant avec des trucs qui flottent dedans. Et ça peut faire du calcul, pas de la même manière qu'un ordinateur, mais ça peut faire de la cognition, de l'intelligence, du calcul arithmétique, des mathématiques, etc. Donc on pourrait très bien imaginer une chimie organique, mais non issue de la pétrochimie, puisque là, sinon, on retombe sur un stock et on retombe sur une zombification. Et ça reste à inventer. Bon, alors, pour le moment, la recherche n'est pas focalisée là-dessus, parce qu'un secteur industriel qui gagne des milliards de dollars et de plus en plus de milliards de dollars en fonctionnant dans l'état actuel n'a pas intérêt à se poser la question. Surtout si c'est au profit d'une industrie qui gagnera des milliards dans 100 ans. Voilà. Mais, je veux dire, une multinationale qui voit quand même sur le très long terme, et après tout, Saint-Gobain, ça existe depuis 400 ans. Oui. Une multinationale qui aurait encore envie de durer des siècles, investir un petit peu de R&D pour penser la soutenabilité forte, est-ce que tu vois un intérêt de certains? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va prendre du temps. En fait, c'est un défi. La sortie des combustibles fossiles, c'est un défi de civilisation, en fait. Si on regarde l'entrée dans les combustibles fossiles, c'est un changement de civilisation. Il y a une forme de continuité, mais il y a une énorme accélération et un énorme changement. On en profite par ailleurs pour passer de 1 milliard de gens à 8 milliards de gens. Ce n'est pas négligeable. Les combustibles fossiles, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils sont exceptionnellement utiles. Les combustibles fossiles, c'est formidable. C'est formidable. C'est ce qui a permis de créer nos sociétés et ce qui a permis de faire une humanité à plus de 8 milliards d'individus. Donc, c'est extrêmement efficace. C'est robuste. C'est extrêmement robuste. C'est extrêmement performant. C'est extrêmement efficace. Donc, c'est ça le problème des combustibles fossiles. C'est que ça marche super bien. Et la conséquence, c'est qu'il y a une forme d'épuisement et il y a accessoirement, si on a envie de se préoccuper de ça, le réchauffement climatique. Donc ça, c'est zombie dans le sens que ces procédés physico-chimiques-là ne sont pas soutenables sur la longue durée. C'est la notion de métabolisme. En fait, on compare le métabolisme du vivant. Vous avez LUCA, le Last Universal Common Ancestor, c'est-à-dire l'ensemble de cellules qu'on estime être les ancêtres de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Il y a une seule chimie sur Terre, une seule. C'est-à-dire on a la même physico-chimie qu'un arbre. On ne produit pas la même chose. Nous, on fait des cheveux, lui, il fait du bois et de la feuille. Mais on a le même code génétique, etc. Donc, ça fait 3,8 milliards d'années que ce métabolisme s'est mis en place. Et quand on regarde le métabolisme humain, on trouve des traces archéologiques, on va dire, dans notre métabolisme de réactions, de procédés biochimiques qui existent depuis 3,8 milliards d'années. C'est l'idée de reconstruction phylogénétique de cet ancêtre. Et on le retrouve. Et c'est l'ancêtre de tous les êtres vivants. Donc ça veut dire qu'on a là un métabolisme qui fonctionne sans discontinuité depuis 3,8 milliards d'années, et au contraire, en produisant des tas de choses nouvelles, des tas d'espèces très différentes, etc. Et si on regarde maintenant le métabolisme actuel, qui est basé sur les combustibles fossiles, on voit mal comment il va durer aussi longtemps, parce que ce sont des stocks, et parce que le problème de la circularité, le recyclage n'a pas été résolu. Parlons peut-être, on reviendra sur la soutenabilité forte, mais cet entre-deux qu'est la soutenabilité faible, je sais pas, on doit classer les voitures électriques, les panneaux solaires dedans, mais est-ce que tu peux nous en dire ton regard là-dessus? Combien de temps ça peut nous faire gagner? Combien de temps ça peut durer? C'est quoi les limites? Alors, l'idée, c'est effectivement d'utiliser des technologies zombies, mais d'une manière intelligente pour essayer de gagner du temps, c'est-à-dire de rester en vie,
pas d'effondrement socio-économique, pas d'effondrement civilisationnel, un réchauffement climatique qui ne devient pas une menace existentielle absolue. Donc, on gagne du temps pour avoir le temps d'inventer la suite, parce qu'inventer la suite, c'est pas une mince affaire. Quand on réfléchit d'un point de vue physico-chimique, c'est pas une mince affaire. Et donc, il y a cette discussion qui s'engage sur, OK, c'est zombie, mais est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ça peut être intéressant. Je dis ça peut, c'est pas démontré que c'est intéressant. En fait, le problème qu'il y a, c'est que on aimerait bien faire ça, mais à système socio-économique équivalent. Et en fait, ça, c'est un autre problème, c'est que du côté des physiciens et des ingénieurs, on connaît très mal les sciences sociales et on connaît très mal l'anthropologie des techniques. Et en fait, si on regarde dans l'anthropologie des techniques, il faut regarder la notion de système technique. Et la notion de système technique, elle inclut tous les processus qui font qu'une technologie ou une technique existe. Et ça inclut le modèle socio-économique, la politique, la géopolitique, les imaginaires, l'enseignement, les savoir-faire, etc. Donc, c'est tout ça qui fait qu'un avion vole. C'est pas juste l'ingénieur ou le physicien qui a résolu le problème de la portance. Évidemment qu'il faut résoudre ce problème, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un marché derrière, il faut qu'il y ait des acteurs politiques, socio-économiques, il faut qu'il y ait des normes et des pratiques sociales. On a cette discussion amusante sur s'il n'y avait plus d'avions, ah mon Dieu, c'est une catastrophe, parce qu'on a pris l'habitude comme norme sociale que c'était une évidence d'avoir des avions disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bon, avec la pénurie de carburant qui arrive, on va peut-être déchanter. Mais donc, on voit bien que derrière la portance, la résolution physique, je caricature beaucoup l'avion, mais on a compris, il y a toute une série de questions sociales, anthropologiques, socio-économiques qui sont très importantes et qui font système. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Il faut un système socio-économique pour qu'une technique fonctionne, et puis la technique rétroagit sur ce système socio-économique qui rétroagit sur le type de technique qu'on fabrique et qu'on veut. Et donc, ça forme une autre couche de complexification dont il faut tenir compte. Et là, à ce moment-là, on se dit, OK, on va utiliser les technologies zombies pour essayer de gagner du temps pour inventer la suite, mais ça veut dire qu'il faut remettre en question notre système socio-économique, la géopolitique, la politique elle-même, les normes et les pratiques sociales. Ça n'ira pas. Pour le moment, le Green Deal, quel qu'il soit dans le monde, c'est un système socio-économique équivalent. Oui. Mais la réponse, c'est non, ça ne marchera pas comme ça. Il va falloir faire des transformations du système socio-économique aussi. Et c'est sans doute pour ça, j'estime que c'est sans doute pour ça que ça bouge aussi lentement, en fait. Parce que c'est extrêmement difficile. Faire un changement de système socio-économique, politique, géopolitique. Et la géopolitique n'est pas un accessoire. C'est-à-dire, si on regarde, moi je regarde les problèmes du point de vue biophysique, et on peut se dire, ah oui, la géopolitique, c'est un truc qu'on ajoute à la... Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand je regarde le fonctionnement des technologies, elles sont planétaires, c'est-à-dire on a besoin de toute la planète. Quand je regarde le fonctionnement du système Terre, c'est planétaire. Et puis, quand je regarde les économies, eh bien, les économies sont des barrières artificielles, les pays sont des barrières artificielles par rapport à des processus qui ne connaissent pas ces frontières, des processus physico-chimiques qui ne connaissent pas. Et donc, la géopolitique est constitutive à la planétarité. C'est-à-dire, à partir du moment où je fabrique une technique, quelle qu'elle soit, j'ai besoin d'une géopolitique. Bon, le silex et l'arc à flèche, c'est peut-être un peu moins, mais je veux dire, une technologie moderne, j'ai une question géopolitique derrière, qui est constitutive. Et donc ça doit faire partie de la discussion. Par exemple, on a ça maintenant sur la souveraineté numérique, la souveraineté numérique, quand on y réfléchit, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire, souveraineté? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on traverse les frontières en permanence socio-économiques et géologiques. C'est-à-dire, si on avait tout le cuivre et tous les éléments dans notre jardin, il n'y aurait pas de problème géopolitique. Mais personne n'a tout le cuivre et tous les éléments nécessaires dans son jardin. Même ceux qui ont un très grand jardin. C'est un très gros morceau de croûte terrestre. Sur la transition énergétique, pour y revenir, voiture électrique, panneaux solaires, j'ai tendance à le voir d'une manière qui est que, certes, si on électrifie tout le parc de voitures électriques, mais que le pétrole qu'on a économisé, on le réinjecte dans les avions, on a juste rajouté un nouveau système technique qui est la mobilité électrique, par-dessus à peu près tout autant de pétrole qu'avant. Par contre,
je vois quand même que dans les sociétés qui n'ont plus le choix, juste parce qu'il y a plus, Liban, Cuba, d'une certaine manière Pakistan, où le solaire permet d'amortir l'effondrement. Ça permet de ne pas, d'avoir quelque chose, quoi. Par contre, alors, tu disais qu'on reviendrait justement sur les panneaux solaires, parce que l'énergie du soleil, en fait, c'est la base de tout. D'ailleurs, en termes de physique fondamentale, il me semble le 95-96% de l'énergie qu'on utilise est solaire. Oui. Directement, mais surtout indirectement. Les combustibles fossiles, c'est de l'énergie solaire qui a été capturée il y a des dizaines ou centaines de millions d'années. L'énergie éolienne, indirectement, c'est de l'énergie solaire. Hydraulique aussi. Allez rechercher ça. Fondamentalement, tout est solaire. Cela étant, la manière de le capturer efficacement, ce sont les panneaux photovoltaïques. Pourquoi est-ce que c'est de la soutenabilité faible? C'est quoi les limites? Sachant que la surface que ça prend, je pense que c'est quand même une relativement faible surface sur Terre, je sais pas si c'est 0,5% ou 1%, pour fournir l'équivalent de toute l'énergie de l'humanité qu'on utilise actuellement. C'est la question des matériaux. Donc en fait, on n'a pas de problème d'énergie. On n'a pas de problème d'énergie. 99% de la puissance disponible, c'est le flux solaire sur Terre. Après, on a un peu de géothermie, mais qui est un peu diluée par la surface. Et on a la gravitation, en gros, avec les marées et l'eau qui retombe et qui coule, qui nous permet de faire des moulins électriques ou des moulins à vent. Ça. Donc, on n'a pas de problème d'énergie parce que quand je regarde ce flux d'énergie, la consommation d'énergie de l'humanité pendant un an, c'est à peu près 600 hexajoules. C'est l'ordre de grandeur. D'accord, ça augmente, mais c'est l'ordre de grandeur. Ça correspond à 58 minutes de soleil. Donc, en fait, chaque heure, on reçoit du soleil la quantité totale d'énergie consommée par toute l'humanité, c'est-à-dire tous les avions, tous les sous-marins, tous les missiles, etc. Ça, c'est 58 minutes de soleil. Évidemment, on ne va pas capturer 100% du soleil, on est d'accord. Mais même 25% de rendement, ça suffit largement. Quel est le problème à ce moment-là? Le problème, c'est qu'il nous faut des matériaux pour capter ce soleil. Alors, on a deux types de matériaux. Tout ce qui est biologique, on en parlait, les arbres et les plantes, etc. Ça s'appelle le néolithique. Et une autre manière, c'est le photovoltaïque, par exemple, ou l'hydroélectrique, ou l'éolien. Alors, l'hydroélectrique, il faut ajouter la gravitation qui aide, mais il faut le soleil pour évaporer l'eau et puis la géophysique pour condenser et faire couler l'eau avec la gravitation. Et donc, on a besoin on a ce type de matériaux-là, mais ces types de matériaux-là, on retombe sur la question de la recyclabilité et on retombe sur des stocks minéraux épuisables. C'est les panneaux en soi, c'est les réseaux électriques. C'est tout. D'accord. Je ne veux pas faire dans le détail. Ok, c'est l'ensemble du système. En fait, il y a une comparaison que je fais toujours, c'est je regarde la composition d'un être vivant. On peut même écrire la formule stoichiométrique d'un être humain, c'est assez rigolo. Il y a des gens qui se sont amusés à faire ça. C'est assez intéressant. Et en fait, on est essentiellement composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Donc, c'est SHON, S-H-O-N, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et avec un peu de soufre et de phosphore pour faire les jonctions dans les molécules, les macromolécules. Mais on utilise du cuivre, on utilise du fer, on utilise du chrome, on utilise du vanadium, on utilise du cobalt. Alors comment on fait quand on est un être vivant pour avoir ces éléments? Eh bien, on fait ça. On boit un verre d'eau. Et là, je suis en train d'absorber, peut-être pas beaucoup dans celle-là, mais je suis en train d'absorber des minéraux, dont les métaux. Ou si je suis un hétérotrophe, ça c'est ce que font les plantes. Si je suis un hétérotrophe, c'est-à-dire que je suis obligé de manger des plantes, eh bien à ce moment-là, quand je mange la plante, c'est la fameuse erreur sur les épinards qui contiendrait beaucoup de fer parce que le type s'est trompé dans la mesure, mais peu importe. Quand je mange une plante, je capte les minéraux qu'elle a captés avant moi. Et donc en fait, la concentration des métaux dans les êtres vivants, elle est au ppm, partie par million. C'est infime. Mais c'est infime. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'avec les processus basse puissance du vivant, on ne voit pas tellement comment on pourrait faire autrement. Alors, on peut faire de la minéralisation, mais la minéralisation, c'est en mois ou en années que ça se compte. Quand on regarde notre squelette minéral, pas que, mais une partie minérale, eh bien, il faut 18 ans pour atteindre la taille. Si vous regardez la barrière de corail, etc., il vous faut des mois ou des années pour reconstruire ces squelettes minéraux. Pourquoi? Parce que c'est à basse puissance. Et on retombe sur pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de métaux? Parce qu'on a de la puissance à volonté dans les combustibles fossiles. Si on retombe sur le soleil, alors où on va trouver cette puissance? C'est ça la question. Et donc, on voit bien que le vivant n'est pas du tout composé des mêmes matériaux, mais lui, ça fait 4 milliards d'années qu'il est là. 3 milliards d'années avec la photosynthèse.
Donc, c'est pour ça que j'appelle technologie vivante. Je me dis, je regarde le vivant, le métabolisme du vivant, les procédés de fonctionnement, et je me dis, nos techniques devraient se raccrocher à ces processus physico-chimiques-là, qui sont planétaires, à travers les cycles biogéochimiques, à travers la géophysique de la planète. D'accord ? Ça marche. Si on se reconnecte à ce niveau-là, on peut alors avoir un métabolisme. On pourrait inventer un métabolisme équivalent ou compatible, qui n'induit pas les catastrophes environnementales auxquelles on assiste, qui implique un changement de civilisation aussi, puisque ça change l'économie, etc., etc. Mais au moins, on pourrait avoir une durée qui se compte en siècles, en millénaires ou en millions d'années. Mais on n'est pas obligé de tout inventer d'un coup. On peut inventer ça progressivement. Et on retombe sur la question, l'importance de la soutenabilité faible. Il faut la faire parce qu'on a besoin de gagner du temps et qu'on ne va pas trouver la solution miracle en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça va prendre des dizaines d'années. Pour autant qu'on lance la recherche sur ce sujet-là. Ce n'est pas la recherche dominante actuellement. Il faut le temps que les scientifiques et les ingénieurs prennent conscience de cette question de métabolisme vivant et industriel comparé. Ouais, non, c'est quelque chose d'enthousiasmant que tu dis dans tes conférences. C'est très bien, il faut la faire, cette soutenabilité faible, et ça va pousser à faire beaucoup d'innovations et tout. Mais en fait, on a 2 fois plus de travail que ça, parce qu'il faut aussi penser la soutenabilité forte. Donc, il faut encore plus d'innovation, et ça, c'est plus... Bon, ça plutôt... Même si on fait des constats quand même assez inquiétants. Je sais pas si les auditeurs sont déjà angoissés, mais quelque part, il y a tout un nouveau monde à inventer, même deux nouveaux mondes à inventer. Ouais. Mais c'est pour ça que l'interdisciplinarité avec les sciences sociales est fondamentale. C'est-à-dire, ce nouveau monde, c'est pas juste des dispositifs techniques qui changent, c'est la société complète qui change. C'est-à-dire, moi, je ne discute pas de la question de décroissance en économie, parce que l'économie n'est pas mon domaine et je n'ai pas envie de me taper la littérature en économie pour avoir une discussion scientifique avec les collègues économistes. Je n'ai pas le temps de le faire, je n'ai pas envie de le faire, mais c'est ça, il y a une vraie question, c'est dans un monde où on a une sorte d'état stationnaire, c'est la steady state economy de Herman Daly début des années 70, même chose pour Limits to Growth, etc. Et puis Georges Kurangen, etc., les premiers. Quand on a une stabilisation fluctuante, c'est pas juste une ligne droite, c'est fluctuante de la quantité de matériaux qu'on utilise, c'est quoi le modèle socio-économique derrière ? C'est une vraie question. C'est quoi les normes et les pratiques sociales qu'il va falloir faire émerger ou qui vont émerger toutes seules, parce que les normes et les pratiques sociales émergent toutes seules. Par exemple, la température à laquelle on règle la clim, c'est pas écrit dans la Constitution. C'est une pratique sociale qui émerge. Et quand on va aux États-Unis, par exemple, c'est souvent absurde la température réglée. Et donc il y a tous ces changements à faire naître aussi. Et donc, l'obsession actuelle à système socio-économique et aux normes sociales inchangé, c'est l'idée derrière la voiture électrique. Le problème de la voiture électrique, c'est qu'on ne veut pas changer les normes sociales de mobilité. Or, la première chose à remettre en question, c'est la mobilité. Et ça, on le voit à Paris. Moi, je prends la ligne 14. C'est effarant l'exubérance de cette 800 000 passagers par jour. On déplace une ville. Donc, en fait, on a une infrastructure colossale avec une mobilité à volonté. Et on a l'idée qu'il faut augmenter l'offre de mobilité. La ligne 18 pour le plateau de Saclay, etc. Et donc, on veut remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques sans remettre en cause la mobilité. Ça ne marchera pas. Il faut remettre en cause la mobilité. Parce que si on fait la somme du cuivre dont on a besoin pour faire l'électrification de tout ça, à l'échelle planétaire, parce qu'il y a une question d'équité planétaire, d'accord ? On se dit, oulala, d'où va venir tout ce cuivre et comment je vais faire mes conflits d'usage. Donc là, pour rigoler, je dis toujours, il va falloir réquisitionner la vaisselle de grand-mère, les casseroles, les belles casseroles en cuivre. Cela étant, le ferroviaire est quand même une soutenabilité plus forte que la voiture électrique individuelle. Oui, évidemment, les transports en commun sont intéressants, etc. Mais c'est aussi une infrastructure colossale qu'il faut entretenir. Donc, si on n'agit pas sur la mobilité, on va Tôt pas... ou tard, ouais. On est obligé... Ce que je veux dire, c'est que techniquement, évidemment, c'est intéressant, mais il faut aussi agir sur les normes, les pratiques sociales, le système socio-économique et la mobilité. Si on n'agit pas là-dessus, on se retrouve avec des infrastructures communes, le chemin de fer, le métro, le bus, ce qu'on veut, mais colossales. D'où vont venir tous les matériaux
et la puissance nécessaire pour fabriquer tout ça. Si vous regardez le métro parisien, c'est une cathédrale, chaque station est une cathédrale gigantesque de béton, d'acier, d'aluminium, de cuivre, etc., etc. En plus, c'est électrique, en plus, c'est des lignes automatisées maintenant, donc c'est des lignes numériques en fait. Donc, comment, ne fût-ce que maintenir, c'est-à-dire sans ajouter un seul mètre de métro, comment on va maintenir ça sur 2 siècles? La réponse pour le moment, c'est ça semble compliqué, on ne va pas y arriver. Donc il y a là des questions fondamentales, très compliquées. C'est aussi, à mon avis, la raison principale. Il y a une discussion, quelles sont les causes pour le fait que ça ne bouge pas? Alors on peut invoquer des tas de choses, c'est multifactoriel évidemment, qu'il y a plein de causes pour lesquelles on bouge lentement. Mais je pense que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire ce changement civilisationnel progressif qu'on doit mettre en place est tellement énorme que c'est compliqué. Parce qu'il faut aussi ménager l'existant. Par exemple, on pourrait décider, OK, la voiture électrique, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est quand même zombie, plein de matériaux, plus c'est très numérique, une voiture électrique, etc. Moins d'hélium, ce sera moins de voitures électriques aussi, voilà. Au passage. Donc on supprime la voiture. Bon, d'accord, supprimer la voiture comme ça en France, c'est 4 à 5 millions de chômeurs. Mais on veut ces 4 à 5 millions de chômeurs en un mois, en un an, en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans. C'est ça la question socio-économique. Et puis la mobilité associée. Comment est-ce que les gens vont accepter les normes sociales correspondant à ce changement? Est-ce qu'on va négocier avec eux ces normes sociales? Parce que généralement, les gens sont exclus des décisions. Il y a un manque de démocratie dans les choix techniques qui sont réalisés. Donc, toutes ces questions sont extrêmement complexes. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on avance lentement, en fait. Ouais. On avance lentement, d'abord parce que c'est très compliqué et que ce sont des systèmes, et que agir sur des systèmes, on ne sait pas très bien comment faire, en fait. D'un point de vue physico-chimique, on va dire, est-ce qu'on arrive à imaginer une soutenabilité forte qui soit pas, on va dire, une société médiévale ou une société de chasseurs-cueilleurs, et je dis pas ça par jugement de valeur, je dis voilà, une société moderne fondée sur des technologies vivantes. Et quand je dis moderne, c'est bon, on se comprend. Mais il n'y a rien qui l'exclut d'un point de vue sciences naturelles. Il n'y a rien qui l'exclut. Si on regarde, c'est pas nécessairement le Moyen-Âge, puisqu'on peut regarder le XVIIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on était ce que les Anglais appellent, les historiens anglais appellent ça des organic societies, donc des sociétés organiques, très, très basées sur la chimie du vivant, puisque essentiellement biosourcées, mais pas que. Donc, ce n'est pas nécessairement une régression, mais ce sont des sociétés différentes. La mobilité n'est pas la même. Et puis, on a aussi la question démographique, c'est-à-dire que maintenant, il nous faut des solutions pour des populations humaines qui sont énormes, qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Donc, ça complique l'affaire. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'imaginer d'autres types de sociétés basées sur un métabolisme différent. Il n'y a pas de théorème physique qui dit que ce n'est pas possible. Il y a des tas de questions compliquées, mais intrinsèquement, ce n'est pas le cas. La question ce que tu dis sur le retour au Moyen-Âge, par exemple, c'est des questions de normes et de pratiques sociales, d'imaginaire aussi. D'abord, on a une vision complètement fausse du Moyen-Âge. Ça, c'est mon collègue médiéviste qui me l'explique tous les jours. Ouais. On a une vision très obscure du Moyen-Âge, alors que ce n'est pas le cas. C'est une période où il y a beaucoup de créativité, d'innovation, d'invention. Paris est la plus grande ville du monde à travers tout le d'Europe, de l'Ouest en tout cas, du monde, je ne vais pas me mêler. Mais même, c'est une mégapole gigantesque. Pourquoi? Parce qu'on a un bassin plein de Saint-Denis qui est capable de nourrir tous ces gens. Et puis, au 19e siècle, ça change parce que le métabolisme change. Et à ce moment-là, l'Angleterre et son empire se mettent en place et Londres va gagner vis-à-vis d'Amsterdam et va devenir la plus grande cité du monde. Mais donc voilà, les sociétés depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe, elles ont cru et embelli de manière spectaculaire avec plein d'innovations, etc., etc. Donc c'est pas nécessairement la Sainte-Chapelle, elle date aussi du Moyen-Âge. Alors bien sûr, tout le monde n'habitait pas une Sainte-Chapelle. Ça, c'est les questions d'éthique socio-économique. Mais disons qu'il y a de la place pour l'invention. Et ça veut dire qu'il faut être capable de changer de normes sociales, d'imaginaire. Donc, on s'imagine ces sociétés-là comme primitives. C'est la même chose qu'on a vis-à-vis de certaines sociétés traditionnelles en Afrique, en Inde ou en Amazonie qui existent encore. Alors que non, c'est simplement
d'autres types de sociétés. Tout à fait. Que dire? Un mot sur la low-tech. C'est quoi? Est-ce que c'est la même chose que la soutenabilité forte? Il y a des auditeurs qui nous regardent, qui sont low-tech, j'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. C'est un mot valise pour se dire il faut qu'on rediscute la technique. Il faut qu'on remette en question la technique et la manière dont on la fabrique et dont on l'utilise. Et ça, c'est un mouvement positif. C'est-à-dire questionner la manière dont on fabrique, on utilise la technique, ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que c'est low par rapport à high-tech? Parce que le high-tech, c'est tout ce qui est numérique, etc. Alors moi, le summum de l'incompréhension, c'est le numérique low-tech. Et donc, on voit bien que c'est un mot qui simplement veut dire remettre en question le numérique, questionner les usages, essayer d'augmenter sa soutenabilité faible pour avoir le temps d'inventer la suite. Donc, je le vois plus comme une sorte de label pour se reconnaître entre personnes qui rediscutent les technologies. Est-ce qu'un vélo est low-tech? Oui et non, c'est-à-dire même pas électrique, juste métallique. Mais c'est quoi les alliages? Un vélo est une technologie vivante Alors, c'est pas une technologie vivante, ça dépend en quoi il est fait. Ouais. C'est-à-dire, si je regarde certains alliages, vous prenez des vélos modernes, encore une fois, non électriques, et vous regardez les alliages utilisés, c'est des alliages de haute technologie. Okay. C'est des alliages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire haute technologie pour un alliage? C'est-à-dire avoir une demi-douzaine ou une douzaine d'atomes qui composent l'acier. Évidemment, il y a bien sûr le fer principalement, mais il y a les métallurgistes qui se lèvent un matin et qui se disent j'ajoute 0,5% de vanadium et ça marche vachement mieux. Mais le 0,5% de vanadium, quand je vais recycler, je ne vais pas le récupérer. Parce que le second principe me dit attends, tu as dilué super fort là et tu veux reconcentrer, tu dois fournir un travail colossal pour reconcentrer 99%. Et donc, tu dois avoir une puissance disponible colossale ou alors le faire sur le siècle qui vient. Et donc, à ce moment-là, rien que les alliages utilisés posent question. Après, si c'est un vélo en bois, il y a ceux qui ont essayé le vélo en bambou. Ouais. Bon, alors ça pourrait éventuellement se rapprocher de technologies vivantes ou pas, etc. Alors, je ne dis pas qu'on ne fera plus jamais de métaux, mais probablement, si on retire les combustibles fossiles, on va devoir diminuer fortement la disponibilité des métaux par an. C'est parce qu'on retombe sur des puissances plus basses, et à ce moment-là, on a le problème de moins de puissance, ça allonge l'échelle de temps. La puissance, c'est un choix d'échelle de temps. Plus la puissance est élevée, plus le temps est court. D'accord ? Il suffit de regarder une voiture, plus elle est puissante, plus elle veut aller, ou un avion, plus il est puissant, plus il peut aller vite, et donc on raccourcit le temps de trajet. D'accord ? Et donc, si on diminue la puissance, on allonge le temps pour le procédé qu'on veut mettre en place. Je reviens sur le squelette. Ça va mettre 18 ans pour le faire, ou pour la minéralisation dans les océans, etc. Ça va aussi mettre des années pour le faire. Et donc, ça, c'est le premier effet. Donc là, on voit bien ce couplage combustibles fossiles et minéraux. Et donc, on va devoir sortir de ça, en fait, progressivement. Ça, c'est zombie, c'est le centre du zombie. Et ça, il va falloir en sortir et revenir à une chimie du carbone. Mais ça reste à inventer. Je suis d'accord que... Le bitume sur lequel le vélo roule, c'est un dérivé du pétrole. Alors, il y a des recherches sur les alternatives au bitume pétrosourcé. Et celui en fibre du carbone peut être aussi éventuellement issu de la pétrochimie, etc. etc. Ouais, okay. Donc là, le défi, c'est ça, le défi scientifique et technique est gigantesque. Donc moi, ce que je dis, c'est on a besoin de tous les cerveaux disponibles pour inventer ça, et on n'a jamais eu autant besoin d'ingénieurs et de scientifiques que maintenant, contrairement à ce qu'on raconte. Alors, pour autant qu'ils fassent de la recherche dans la bonne direction. Parce qu'évidemment, si on a des armées d'ingénieurs et de physiciens qui se trompent de cap, c'est ce qui se passe actuellement, on va dans la mauvaise direction, la trajectoire est mauvaise. Par contre, si on veut rechanger de trajectoire dans la bonne direction, on a besoin d'armées de physiciens, d'ingénieurs, de chimistes, de biologistes, etc., pour autant que la recherche soit redirigée vers ce que j'appelle technologie vivante, qui reste à inventer. C'est un programme de recherche technologie vivante. Ce n'est pas une solution clé en main. C'est vraiment un programme de recherche, repenser le métabolisme industriel tel qu'il existe. C'est ce que dit Karl Marx au XIXe siècle. Il parle de rupture métabolique. Donc Karl Marx, il lit von Liebig, juste von Liebig.
Et donc là, à un moment, il faut me dire, ah bon, il n'a pas de prénom. Si je viens de vous le dire, il s'appelle Just von Liebig, qui invente le métabolisme du vivant et de l'agriculture, donc la vache, l'exploitation, etc. Donc il fait à la fois un progrès en sciences du vivant et un progrès dans la technique agricole. Accessoirement, c'est aussi l'inventeur du cube bouillon, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, Karl Marx lit ce bouquin et il se dit, tiens, mais c'est intéressant. Si je considère une industrie, eh bien, une industrie, c'est un peu comme une vache. Il y a des trucs qui rentrent dedans, il y a des déchets qui se perdent, et puis il y a des trucs intéressants qui sortent. C'est aussi un métabolisme. Et après, il se dit, on pourrait envisager l'industrie comme étant un métabolisme industriel. Et puis aussi, il voit l'agriculture et il voit la rupture métabolique. C'est-à-dire, il voit, on prélève de l'azote à un endroit, par exemple pour faire du blé. On envoie ce blé à Paris pour faire du pain. Et puis, l'azote ressort par où vous savez, mais il ne se trouve plus à l'endroit où se trouve le blé. Certes. Ouais. Et on fait ça à l'échelle planétaire. Ouais. On peut aller chercher du soja au Brésil, donc on pompe de l'azote au Brésil, et puis on le réinjecte en Bretagne. D'accord ? Donc il y a une rupture métabolique. Comment je remets de l'azote à cet endroit-là ? Grâce aux engrais azotés et au procédé Haber-Bosch, qui a été inventé, prix Nobel de chimie d'ailleurs, Haber et Bosch, qui a été inventé pour faire des explosifs. Oui, des bombes. Première Guerre mondiale, c'est ça. Oui. C'est un peu l'explosion du Liban. Hein. C'est l'ammonium qui était là, qui à un moment qui était mal traité, qui a explosé. Quoi. Oui. Et donc, mais aussi, c'est de l'azote. Et donc, on pouvait faire de l'ammoniac. Et si vous répandez de l'ammoniac dans les champs, c'est un engrais, en fait. Et c'est ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, etc., avec les engrais. Donc, la rupture, pour répondre à cette rupture métabolique très difficile à gérer, c'est un des gros problèmes de l'agriculture, eh ben, on a trouvé une solution technique. Malheureusement, la solution technique actuelle est les zombies. Et donc, il y a toute une série de recherches à faire pour remplacer le procédé Haber-Bosch pour fabriquer des engrais azotés. Et puis, il y a toute une réflexion à faire pour comment limiter la rupture métabolique agricole. Eh bien, du côté de l'industrie, pareil, on a une rupture métabolique, c'est-à-dire le métabolisme qu'on a mis en place, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir le soutenir sur la très longue durée, d'où l'idée de zombification du métabolisme industriel. Système industriel qui ne fait que se complexifier. Je crois qu'il y avait handful, 5-10 métaux qu'on utilisait dans l'industrie il y a 100 ans. Là, c'est tout le tableau périodique. Toute la table périodique. Et il y a besoin de tout ça pour que tout fonctionne, puisqu'on, ne serait-ce le numérique, on numérise tout. Donc voilà, sans électricité, il y a plus, sans Internet, il y a plus d'électricité, il y a plus à manger. Je pense maintenant, sans Internet, on ferait pas fonctionner la chaîne alimentaire. Alors, on pourrait peut-être se débrouiller s'il y avait une coupure Internet, mais je pense à l'Iran qui est coupé d'Internet notamment. Bon, bref, les entreprises doivent fonctionner sans. Mais quand même, il y a besoin de beaucoup plus de complexité pour le même service qu'avant. Ou pour d'autres services, on fait plus aussi qu'avant, mais c'est effectivement le problème. C'est qu'on ne va pas pouvoir mobiliser ça sans avoir accès à une puissance importante. Il y a deux effets, en fait. Le problème, c'est qu'on réfléchit toujours à produire de l'énergie, indépendamment des matériaux, de moins en moins, parce qu'on a la thématique des matériaux critiques est devenue mainstream maintenant, c'est une question fondamentale. Mais on pense toujours résoudre d'un côté le problème de l'énergie et de l'autre côté le problème des matériaux. Et en fait, pas du tout, c'est les deux en même temps qu'il faut résoudre. On me pose souvent la question, oui, mais monsieur, mais et si on avait la fusion nucléaire ? Bon, déjà, il faudrait avoir la fusion nucléaire, il faudrait juste qu'on puisse construire des milliers de centrales nucléaires à travers la planète, ça reste encore une autre discussion, mais admettons, eh bien, on a toujours le problème de la dilution. On a toujours le problème de la concentration et de la dilution. Et la dilution, c'est compliqué parce que c'est le problème du recyclage. À un moment, les choses sont dispersées, il faut les rassembler pour pouvoir les traiter. Et ça, c'est compliqué. On peut avoir une dilution extrême. Par exemple, il y a du cuivre dans les océans. Il y a dissous, d'accord ? Celui qu'on boit en mangeant des algues ou un poisson. Mais donc, vous imaginez que pour récupérer ce cuivre, en fait, je peux prendre un autre exemple beaucoup plus intéressant que le cuivre. Il y a de l'uranium exploitable dans les océans, en tonnes. Et donc, si on pouvait récupérer cet uranium, le concentrer, on pourrait en faire des combustibles pour les centrales fission. D'accord ? Et il y a des gens qui essayent de filtrer les océans pour récupérer cet uranium. Ouais. Mais les océans, c'est grand.
Et donc, est-ce qu'on fait quelque chose d'actif, où on crée un énorme courant à travers des filtres, et les filtres captent le métal ou l'uranium, le cuivre, ou ce qu'on veut capturer. Donc ça, c'est actif, donc ça coûte une énergie folle pour faire avancer. Et puis, est-ce que c'est intéressant de transformer les océans en lessiveuses, des grands courants marins induits parce qu'on veut filtrer l'uranium, ou est-ce que c'est quelque chose de passif, et j'attends que l'eau passe tranquillement, et à ce moment-là, elle est captée par mon filtre. Mais on voit que là, on a une contrainte de dilution qui n'est pas seulement une contrainte de puissance, c'est un problème physique pratiquement impossible à résoudre. C'est un peu la récupération du dioxyde de carbone, c'est le même problème. En fait, il est au ppm, le carbone, dans l'atmosphère. Donc, soit on met des grands ventilateurs pour faire passer l'air et capturer le carbone dans des filtres particuliers. Là aussi, on tient des grands... Énormément d'énergie pour faire fonctionner. Soit on attend que l'air, avec le vent, passe toute seule à travers ces membranes et fixe le dioxyde de carbone. Et on voit combien il faut en installer, etc. Et donc, on se rabat sur capturer le CO2 quand il est concentré, c'est-à-dire à la sortie des usines, des cheminées d'usines, où là, on a essentiellement du dioxyde de carbone, donc c'est plus facile de le récupérer parce que la concentration est plus élevée. Oui. Mais donc, même ça, on n'arrive pas à le faire passer à grande échelle. Voilà. Donc, avoir une puissance illimitée ne résout pas le problème, ne résout pas complètement le problème de la dilution. Oui, tout à fait. Et il y a des dilutions quasi irréversibles. Et ça, le vivant l'a compris. Je reviens à mon histoire du cuivre qu'on utilise en partie par million. Et quand je regarde la concentration du cuivre dans l'océan et la concentration du cuivre dans un organisme vivant, elle est différente, mais elle n'est pas super différente. Et avec des petites pompes à basse puissance, on est capable de transférer des ions d'un côté et de l'autre de la membrane et d'augmenter la concentration d'un côté par rapport à l'autre. Mais c'est des procédés basse puissance, c'est pas des quantités phénoménales de cuivre, et donc les êtres vivants n'utilisent pas des minéraux, des métaux de manière concentrée, parce que on voit mal comment, d'un point de vue physico-chimique, ça pourrait marcher. Et donc ça doit être une leçon, c'est-à-dire on aura beau avoir la fusion nucléaire, en admettant que ça marche, qui n'est pas du tout garanti, eh bien on reste sur ce problème de la dilution. Et qu'est-ce qui contrecarre la dilution? Eh bien c'est la chimie du carbone, et en particulier la photosynthèse. La photosynthèse, elle chope du dioxyde de carbone et elle fabrique un arbre. Donc les arbres, ils grandissent en aspirant l'atmosphère, en fait. On a l'impression qu'ils aspirent le sol. C'est vrai, ils aspirent une partie du sol, mais en fait, ils aspirent l'atmosphère. Et donc, à partir d'une petite molécule, on fabrique des grands polymères de carbone. Et ça, c'est une autre chimie. Et celle-là, elle a inclus la dilution. C'est-à-dire, OK, je redeviens du CO2 à un moment. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on absorbe l'oxygène, on rejette du CO2. Et la plante, de l'autre côté, elle absorbe le CO2 et elle rejette de l'oxygène. Elle fait l'inverse la nuit, mais bon, c'est un métabolisme assez complexe à l'échelle planétaire. Mais disons, on a un équilibre qui s'établit entre dilution et polymérisation, avec une chimie très particulière et très sophistiquée qui est la biochimie. Donc voilà, ce sont des questions scientifiques assez importantes qu'on devrait se poser du côté de l'invention technologique. Mais les gens qui font de l'invention technologique, en général, ont très peu de compétences sur le fonctionnement du système Terre, les sciences du vivant, etc. À part, évidemment, en biochimie, où les gens là ont cette compétence-là. Oui, donc les disciplines communiquent, j'imagine. Elles ne passent pas tellement, malheureusement, non. Il faudrait qu'elles communiquent plus. Et donc, pour inventer du numérique longue durée, non zombie, vivant, peut-être qu'on devrait engager des armées de biochimistes et leur poser la question, comment vous feriez, vous, pour avoir des matériaux qui permettent de faire des technologies numériques, si possible, mais avec des procédés biochimiques. Qui n'est pas... Alors, il y a une première réponse qui a été donnée. Je vais faire pousser des cerveaux dans ma boîte. Je vais prendre des cellules neuronales. Je vais faire pousser un mini-cerveau qui fonctionne comme la biologie humaine ou la biologie des mammifères en général. Et ce petit cerveau va me servir d'outil numérique ou d'outil... alors, ce n'est pas vraiment numérique parce qu'il ne va pas fonctionner de manière numérique, mais je ne sais pas comment dire, d'outil de calcul ou quelque chose comme ça. Ça, En fait, il y a des signaux faibles en termes de recherche qui existent déjà. Il existe déjà une chimie du carbone pour les technologies numériques. Il existe déjà une biochimie pour faire des trucs chelous avec des proto-cerveaux, etc. Mais ça reste marginal et ce n'est pas orienté vers un remplacement. Je ne dis pas que ce sont des solutions,
Et disons qu'en moins, ça existe. Je montre l'exemple de la création de l'Intel 4004, qui est la puce Intel 4004 historique, qui va lancer l'ère de l'électronique en 71, exactement au moment de Limits to Growth. Mais elle existe en version pentacène. C'est un morceau de plastique de cette taille-là. De petits rectangles comme ça. Donc une petite carte de crédit en plastique, et ça fait la même chose que le 4004 du point de vue numérique. Et la puce 4004, elle a cette taille-là, si on se souvient, mais en fait, pas du tout. La puce elle-même, elle est plus petite qu'un ongle. Le reste, c'est la boîte avec les connecteurs pour pouvoir la connecter, parce que c'est un cristal de silicium, pour faire simple. Et donc, c'est tout petit. Donc, le pentacène est plus grand. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que, par exemple, les puces en pentacène, elles utilisent 92 microwatts au lieu d'utiliser 1 watt. Alors, on se dit, mais alors là, c'est gagné, parce que la puissance nécessaire pour faire fonctionner cette puce est en micro, donc 10 en moins 6 par rapport à 1. Donc, c'est 1 million gagnés. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, en fait, on regarde la puissance de calcul, et au lieu d'avoir 100 000 instructions par seconde, on a 40 instructions par seconde. Parce qu'en fait, on gagne en termes de puissance, parce que les électrons se baladent moins vite dans des orbitales moléculaires que dans un cristal. Et donc, la puissance de calcul est plus basse. Et donc, ça veut dire que si on change les matériaux, on doit réfléchir à changer l'architecture de calcul, l'architecture informatique, l'architecture logicielle. Et c'est ça qui fait que les réseaux de neurones fonctionnent actuellement. C'est les gamers qui voulaient avoir des jeux vidéo fluides. Et donc, on leur a vendu des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Et puis, les types qui faisaient les réseaux de neurones, qui arrivaient nulle part comme résultat, se sont dit, tiens, je vais faire ça sur une carte graphique parce que c'est en calcul parallèle. Pouf, l'IA allait naître. L'IA actuelle allait naître. Oui. Sur un autre sujet d'actualité que l'IA, et en parlant de rupture de métabolisme, y a le blocage du golfe Persique. Ça, c'est un sacré choc. Alors, avant même le déclenchement de cette guerre, tu avais tendance à remercier Trump de rendre service. Est-ce que tu peux expliquer ça? Oui, ça c'était une boutade. C'est-à-dire, moi je fais des scénarios de prospective qui sont business as usual. Donc, on continue le monde. Je dis toujours, je me pose la question, je garde le monde tel qu'il est, combien de temps je peux le faire durer? Et donc, je suis sur une exponentielle. Et si je suis sur une exponentielle, j'arrive aux dates que l'on a discutées, c'est-à-dire dans la seconde moitié du 21e, ça devient compliqué de continuer de la même manière. Donc, tout ce qui est continu de la même manière accélère la percussion avec le mur des contraintes matérielles. Et donc, le Trump, il accélère et on va plus vite vers les contraintes matérielles. Et finalement, ce qui se passe avec Trump, c'est que il a compris la géopolitique, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, la géopolitique n'est pas une option, elle est constitutive à la réflexion technique. C'est-à-dire, j'ai besoin de ressources qui sont distribuées à travers la planète, par rapport au système Terre, qu'il soit géologique, etc., et socio-économique aussi, il est distribué sur 2 plans, géographique, géologique, socio-économique. Et à ce moment-là, j'ai 2 attitudes. Soit j'entame des négociations pour essayer de trouver des accords communs, soit j'ai une vision impérialiste typique de l'Occident, colonial et impérialiste, pour s'accaparer les ressources ou le contrôle des ressources. Et donc là, on a connu les guerres pour le pétrole, mais on risque d'avoir les guerres pour le tableau périodique. Et donc, soit on va vers la guerre de tous contre tous, soit on réinvente une géopolitique peut-être moins guerrière, qui est basée sur des accords satisfaisants pour tout le monde. Et donc, finalement, ce qui se passe en Iran, c'est la concrétisation de la notion de matériaux critiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de matériaux et de la fin des combustibles fossiles, la sortie des combustibles fossiles? Qu'est-ce qu'on fait? On essaye soit de négocier, soit de s'accaparer les ressources. Et donc, nous, en Europe, on est un peu mal placés, puisqu'en termes de ressources, on a commencé avant tout le monde, plus ou moins. Il y a plus de 2000 ans, donc on a... Il ne reste presque plus de charbon. Voilà, exactement. Presque plus de Il n'y a jamais vraiment eu de pétrole. Voilà.
le gaz disponible Ouais. en Europe est en décrue. Enfin, voilà. Voilà. Et donc, Encore on revient à la question qu'on disait, c'est que le changement de technique remet en question les systèmes socio-économiques, politiques, géopolitiques. Ouais, ouais. C'est-à-dire quel type de géopolitique on veut avoir. Ça remet sur la table la discussion, qu'est-ce que ça veut dire souveraineté? Qu'est-ce que ça veut dire souveraineté? Ok, Ouais. j'installe le data center sur mon territoire. Là, première chose, j'ai la main dessus, ça va mieux. Ok, quels sont les logiciels qui tournent dans mon data center? Ah, ben si ce sont des logiciels étrangers, rebelote, problème. Ok, j'installe des logiciels non étrangers, par exemple de l'open source, du Linux, ça marche très bien, etc. Et donc j'ai le data center sur mon territoire, j'ai des logiciels qui ne dépendent pas, ou peu, ou très peu, d'autres puissances ou d'autres pays. Très bien. D'où vient le matériel? Ok. Ouais, on fabrique pas l'électronique. Je rapatrie la fabrication de l'électronique sur mon territoire. J'ai la fabrication de l'électronique, les logiciels et la localisation géographique. Ok. D'où viennent les ressources pour fabriquer l'électronique? Et là, on se dit, ah bah ouais, on peut pas tout avoir dans le jardin de la France. Donc, il va falloir négocier avec d'autres pays pour qu'ils nous fournissent les ressources nécessaires pour faire mon électronique souveraine. Ouais. Et donc, on voit que la question est planétaire et qu'on ne s'en sort pas vraiment. C'est-à-dire, alors on peut récupérer des moyens d'action, localiser sur le territoire, ça peut faire sens, changer de logiciel, ça fait sens, remettre de l'industrialisation chez nous, ça peut faire sens, mais on n'échappera pas à la négociation avec les voisins sur les ressources minérales nécessaires. Et accessoirement, ces technologies sont zombies. Est-ce que ça vaut le coup de les faire ou pas? Ouais. Ça, c'est une question fondamentale aussi. Sachant que sans vouloir être négatif, alors quand on parle de deuxième moitié du siècle, j'imagine c'est le pic mondial de ressources en général, et il suffit que quelques-unes manquent pour que tout le reste manque aussi, parce qu'il faut de tout pour avoir de tout. Sauf que ça, c'est mondial, mais à un moment, les pays qui disposent de ressources, qui les voient s'épuiser, ils vont les garder pour eux. Donc, je pense que les importations vont diminuer plus vite que la disponibilité mondiale. On le voit bien, le Mexique a franchi son pic de production pétrolière et n'exporte plus rien, garde le pétrole pour lui. Donc là, pour l'Europe, c'est d'autant plus urgent de t'écouter. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y avait deux arguments principaux sur les combustibles fossiles. Celui dont on parle le plus, c'est les émissions de gaz à effet de serre pour le réchauffement climatique. À juste titre, hein, je conteste pas. Mais on a beaucoup parlé, il faut sortir des combustibles fossiles parce que les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique est une menace existentielle pour l'humanité. Fort bien. Mais il y a une autre raison, c'est la dépendance géopolitique à ces ressources. Et en fait, c'est pas juste les combustibles fossiles, c'est à peu près tout ce qui est fossile. Enfin, fossile, ça veut dire littéralement extrait de la terre. Donc, tout ce qu'on extrait de la terre, c'est-à-dire tous les minéraux qui sont extraits, pose la même question. Et donc, en fait, faire cette transition, cette réflexion sur un nouveau métabolisme vers des technologies vivantes qu'on ne sait pas très bien encore ce que c'est travailler à l'étape suivante, c'est-à-dire se désenclaver, inventer un autre monde, d'autres types de sociétés où on est désenclavé par rapport au système actuel. Mais on n'échappera pas à la discussion géopolitique et politique, c'est-à-dire on n'échappera pas à cette question d'humanité planétaire, en fait. Donc, dans ta prospective, justement, comment tu vois l'Europe réagir à ce qui se dessine et nos vies imaginons qu'on se tape pas dessus. Voilà. On a un problème. Il y a des études que je fais où je réfléchis sur comment je croise tous les aspects physiques dont j'ai parlé, planétaires, du point de vue de la physique, hein, vraiment rien d'autre, avec le fonctionnement des sociétés. Quelles sont les échelles d'un côté, quelles sont les échelles de l'autre, quelles sont les institutions qui s'occupent de certaines échelles du côté des sociétés, quelles sont les échelles qui font fonctionner le système Terre. Et le problème du système Terre, quand on le regarde, il fonctionne de la microseconde ou de la milliseconde de la réaction biochimique au sein des mitochondries aux milliards d'années d'évolution géologique. Donc on traverse des échelles de temps considérables. Et en fait, on n'a aucune
institutions qui répondent à toutes ces échelles de temps. Donc, on a un déficit d'institutions politiques, socio-économiques, capables de réguler, de se coupler, de s'inclure dans les régulations géophysiques, biogéophysiques de l'autre côté. Et donc, on a cet hiatus entre les deux. Alors, le problème, c'est que du côté physique, si je supprime l'humanité avant que l'humanité soit sur Terre, en fait, j'ai des rétroactions qui font des régulations. Ce que je disais à un moment, c'est étonnant, on s'installe dans l'Holocène, il y a une sorte d'équilibre qui s'établit sur tous les écosystèmes, et il y a une sorte de régime super intéressant pour l'humanité qui s'installe, parce qu'il y a des boucles de rétroaction. Et donc, quand je crée mes institutions socio-économiques, je ne tiens pas compte de ces boucles de rétroaction, parce qu'elles sont multi-échelles et multispatiales. Ça va du local où je suis à la planète complète. L'atmosphère, c'est la planète complète. Et puis, ça va de la microseconde au siècle, au millénaire et à l'ère géologique en millions d'années. Et donc, ces rétroactions-là, on les a plus ou moins bien définies. Il reste des tas de choses à apprendre, mais disons, on a cette idée-là. Du côté des sociétés humaines, on n'a pas ça, on n'a pas ces rétroactions, et donc on est en roue libre. Donc, on est en roue libre par rapport à des procédés géophysiques qui, tôt ou tard, nous reviennent sur la table en disant « Coucou, c'est moi, je suis la contrainte physique, enchanté ». Et donc, par exemple, on voit ça sur l'exubérance d'utilisation des matériaux. Il n'y a aucune régulation installée. Or, le vivant, je reviens toujours avec cet exemple-là, pourquoi le vivant n'utilise pas plus de cuivre? Parce qu'il y a eu la rétroaction. C'est-à-dire les organismes qui étaient trop basés, on peut imaginer, je ne sais pas si on a eu, on peut demander à des paléontologues, etc. Ce serait intéressant au Muséum d'histoire naturelle. Est-ce qu'il y a eu des espèces qui ont tenté d'avoir plein de métaux? Eh bien, elles ont été éliminées par l'évolution biologique parce que c'était pas une bonne pioche. Et que la bonne pioche, c'était d'utiliser de manière diluée. Nous, on n'a pas cette contrainte évolution biologique, géophysique, etc. Nos institutions ne la font pas. Et donc, on a un problème, c'est qu'on est en roue libre. On peut fabriquer autant de cuivre qu'on veut. C'est ce qu'on fait pour le moment. Mais à un moment, la rétroaction physique arrive en se disant, ben non, il y a une limite physique à ce qui est possible. Alors, la physique ne détermine pas ce que les sociétés doivent faire ou n'indique pas ce qu'elles doivent faire, comment elles fonctionnent. Elle donne un cadre des possibilités. Donc, ce qui est possible ou impossible. Et dans le cas, si on sort du cadre des possibilités, ben, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. Par contre, si on reste dans le cadre des possibilités, ben, il reste plein de choses à inventer. Et donc là, on a un problème assez intellectuel, assez intéressant, qui est comment je fais pour inventer des sociétés humaines qui tiennent en compte, qui prennent en compte les échelles spatiales et temporelles de ce fonctionnement d'une planète vivante. Alors, c'est ce que, par exemple, tente Descola dans son livre Par-delà nature et culture, où il montre d'autres sociétés, d'autres types de sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, prenaient en compte ces fonctionnements des écosystèmes et de la nature en général, avec une cosmologie, c'est-à-dire une représentation du monde différente, qui faisait que ces sociétés traditionnelles étaient plus en phase avec une planète vivante. D'accord ? Et donc, je ne dis pas qu'il faut revenir vers des sociétés traditionnelles et que c'est ça la solution, mais je dis que ce n'est pas une impossibilité d'inventer, mais encore une fois, pas un système anthropologique équivalent, c'est-à-dire il faut inventer des nouvelles institutions. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas l'interdisciplinarité ? Parce qu'on n'a pas les bonnes institutions non plus. C'est-à-dire, il y a des raisons institutionnelles pour expliquer le fait que les ingénieurs et les physiciens s'entendent pas ou ne voient jamais ou ne discutent pratiquement pas avec les sciences sociales et inversement, à part les raisons épistémologiques aussi. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, c'est une question épistémologique. Est-il possible d'inventer des institutions humaines qui répondent aux régulations biogéophysiques d'une planète vivante? C'est la question que je pose en termes de recherche. Est-ce que ça peut être une société démocratique ou est-ce que Exactement. Enfin, oui, une vraie question. Mais il n'y a pas il y a personne qui dit que c'est impossible. Et il n'y a personne qui dit quel est le type de solution qui s'impose. Mais effectivement, ce sont des questions fondamentales. Un régime autoritaire, ça peut être un régime démocratique. On est à la 30e COP. Oui. Voilà. Ça a des effets, mais ça bouge très lentement. Ça bouge très lentement. Donc, ça prouve que c'est un système humain très compliqué.
on a inventé cette nouvelle institution, Ouais. qui est... les COP, c'est une institution. C'est à saluer. Le Voilà. GIEC qui pense... Exactement. en Pour 2100. le trou de l'ozone, c'est le protocole de Montréal, etc. 1987, 1990, on a mis ça en place, on a mis une institution en place, etc. Avec un protocole, avec des accords internationaux pour limiter les fluorocarbures qui éliminent l'ozone. Donc on voit que il n'y a pas de définition, il n'y a pas de théorème de l'impossibilité, mais on voit que c'est quand même une difficulté majeure dans toutes ces questions. Oui. Et donc là, mon programme de recherche, c'est celui-là, c'est essayer de faire une sorte de physique anthropologique de la soutenabilité. C'est de croiser l'anthropologie des techniques et ce que l'on sait du point de vue biogéophysique pour essayer d'avoir une physique anthropologique de comment j'invente des techniques qui soient à soutenabilité forte. Ça, c'est un programme de recherche. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Non, bien sûr. Mais quelles sont peut-être les avancées que tu as pu faire dans ta recherche les dernières années? Déjà, poser la question. C'est déjà pas mal. C'est la blague que je raconte toujours, la caricature avec les amis ingénieurs. Quelle est la différence entre un ingénieur et un physicien? Donc, quand on pose une question à un ingénieur, lui, il voit problème, solution. Et quand on pose une question à un physicien dans mon genre, il se dit est-ce que c'est la bonne question et est-ce que c'est la bonne manière de poser la question? Au fond, finalement, quelle est la question? Et en fait, c'est en posant cette question-là que je me suis dit, tiens, on parle d'énergie, machin, est-ce que c'est la question? Ah non. Tiens, du point de vue physique, ça ne me paraît pas être la question fondamentale. C'est plutôt la question des matériaux. Ah oui, mais donc c'est la question des techniques, mais la question des techniques, comment ça marche la technique? Donc, s'il y a une question anthropologique derrière, des questions anthropologiques, etc. etc. Donc, c'est un programme de recherche qui va pas à pas essayer de croiser les méthodes scientifiques que l'on connaît à la fois dans les sciences sociales et dans les sciences naturelles. C'est un des gros défis, c'est arriver à un croisement efficace. Ou alors on essaye par essai-erreur. On peut se dire pourquoi pas. On essaye par essai-erreur. On navigue au hasard et peut-être qu'on aura un hasard heureux qui fait émerger des solutions. Mais on peut aussi se dire que la rationalité n'est pas perdue. Ouais. Surtout aussi que la réalité qui s'impose à nous invite quand même à observer aussi la manière dont les citoyens s'adaptent, les nouveaux systèmes sociaux qui se créent. Je pense pas, les coopératives énergétiques où dans la douleur, on crée des schémas de coopération nouveaux. J'imagine aussi les prochaines années, mois, en réaction au contexte international, vont peut-être aussi faire émerger des formes d'innovation qui, sans aller jusqu'à la soutenabilité forte, vont un peu dans... Enfin, ça sera intéressant à observer. Tout à fait. Est-ce que... Alors moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais en tête. Alors, tu utilises souvent le terme de puissance VOR pour qualifier notre société, alternativement à énergivore. Je pense qu'on a un peu parlé, tu as donné des ordres de grandeur quand même, effectivement, assez intimidants. Et ça, c'est une manière de lire. C'est la discussion qu'on a parfois sur... On regarde la courbe des énergies primaires et puis il y a un empilement. Il y a toujours la biomasse, puis on ajoute le charbon, puis on ajoute le pétrole, puis on ajoute le gaz, etc. Nucléaire. Et le nucléaire, mais qui est petit, c'est de l'ordre. Hydraulique à un moment, 5%. Plus récemment, éolien et solaire. Et bon, c'est marginal. Et il se dit, il y a un empilement d'énergie, donc il n'y a pas eu de transition. Parce que c'est jamais... Tout continue et on empile. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça c'est sûr, je regarde du point de vue de l'énergie. Alors après, la question des proportions n'est pas négligeable. Quand on passe à 70-80% de fossiles, c'est pas la même chose non plus. C'est-à-dire, effectivement, on a plus d'énergie et c'est une transition. Mais bon, après, on peut jouer sur les mots. Qu'est-ce qu'est une transition, qu'est-ce qui n'est pas une transition? Mais surtout, moi, je vois pas ça comme ça. La partie des 80% de combustibles fossiles, c'est une puissance à volonté à la demande. Ouais. C'est pas juste de l'énergie. C'est une puissance. En plus, c'est pas volonté à la demande, c'est un peu honnête, mais c'est une puissance aussi grande pratiquement que l'on veut à la demande. Donc c'est pas juste une quantité d'énergie. Ce qui fait le processus physico-chimique, c'est la puissance, c'est pas l'énergie. D'accord. Il faut bien sûr avoir l'énergie. Si on n'a pas l'énergie, c'est bon, tout le monde rentre à la maison et puis il y a rien qui se passe. Mais quand bien même on peut avoir l'énergie, si on n'a pas la puissance, le procédé se fait pas. Donc quand je veux faire de la métallurgie, c'est pas juste avoir l'énergie.
c'est avoir la puissance pour faire le procédé physico-chimique qui va me produire des tonnes d'acier en quelques heures. Ouais. Et ça demande du gigawatt en grosso modo. D'accord ? Grosso modo, ouais. Donc ça demande pas uniquement des terawatts, des terajoules ou des pétajoules, ça nous demande des watts, c'est-à-dire des joules par seconde. Et donc je fais ce calcul à mes étudiants, mais dès la L1, hein, je leur fais calculer l'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau, pour faire fondre de la glace, en termes d'énergie, et puis on passe à la puissance. Je dis, voilà, la bouilloire a telle puissance, si elle a 1500 watts, eh bien, alors, et que j'ai 400 000 joules, voilà, tout le monde a 400 000 joules, et bien 1500 watts, j'ai mon litre d'eau chaude, d'eau bouillante, sans évaporation, en à peu près 4 minutes. Ok, je vous donne 150 watts, la bouilloire, elle ne fait pas 1500, elle fait 150 watts. Ok, c'est 40 minutes. Bon, ça commence à faire long, la pause café. Ouais. Puis je dis, non, c'est pas 150, c'est 15 watts. Ok, là, c'est des dizaines, des centaines d'heures. Donc, si, ça commence à dire... Et si je passe à 1,5 watts, on n'a jamais l'eau chaude. Parce qu'elle perd la chaleur à une vitesse plus grande que celle qu'on lui donne, à moins qu'on la mette dans une bouteille thermique, etc., etc. Donc, est-ce que c'est les 400 000 joules qui font l'eau chaude, ou est-ce que c'est la puissance de la bouilloire ? La réponse, c'est la puissance de la bouilloire avec les 400 000 joules. Mais tout le monde est obsédé, les physiciens d'abord, par l'énergie, parce que c'est une grandeur fondamentale en physique, et parce qu'on peut faire des bilans d'énergie qui sont très utiles. Et évidemment, je ne discute pas, c'est fondamental. Mais on perd de vue que ce n'est pas tellement l'intégrale qui nous intéresse, c'est-à-dire la quantité d'énergie, mais la vitesse à laquelle je peux mobiliser l'énergie. Les combustibles fossiles, c'est le soleil que je peux éteindre et allumer. Donc, c'est la puissance colossale que je peux éteindre et allumer à volonté. Tout à fait. Et donc, c'est ça la grosse différence. Et c'est ça qui nous a amenés dans l'état où on est. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'en sortir, parce qu'on ne voit pas très bien où on va trouver une puissance équivalente pour garder le système socio-économique, le système civilisationnel identique. Et donc, c'est pour ça que je dis, on connaît le mot énergivore, qui consomme beaucoup d'énergie, fort bien, mais en fait, c'est puissance-vore. C'est qui consomme beaucoup de puissance. Un arbre n'est pas puissance-vore. Est-ce qu'il est énergivore ? On pourrait éventuellement en discuter, etc. Mais il n'est pas puissance-vore. Un haut fourneau, il est puissance-vore. Déjà, tu dis c'est l'ordre du gigawatt, et pour revenir à notre fil rouge du numérique, on commence à voir des data centers franchir l'ordre du gigawatt. Après, des parcs solaires à 1 gigawatt, ça se fait, couplé à de la batterie de stockage, donc ça fournit le gigawatt, le solaire. Mais oui, mais c'est pas la question. La question, c'est les matériaux. Oui, on en revient tout à l'heure. Comment je vais fabriquer les matériaux ? En fait, il faut qu'on arrête de dissocier. Mais je veux dire, ça peut faire perdurer le système. Bien sûr, voilà. C'est la robustesse. Pour le meilleur ou pour le pire. Hein, mais... C'est la robustesse du système. C'est un système robuste. Les combustibles fossiles sont un système robuste. C'est-à-dire qu'on les perturbe, mais on peut fabriquer plus de centrales thermiques pour faire de l'électricité si on veut. Il n'y a rien qui empêche les GAFAM de s'acheter, ils le font, s'acheter des centrales nucléaires ou de fabriquer solaire ou éoliennes ou tout ce qu'ils veulent. Donc c'est pas la consommation d'électricité, c'est important. Je dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper parce qu'on a tous une facture d'électricité à la fin du mois. C'est important, mais c'est pas ça qui va tuer l'IA. Ce qui rend l'IA morte, c'est pas sa consommation électrique, c'est comment je vais faire pour trouver les matériaux pour fabriquer des technologies numériques. C'est ça la question. Donc, effectivement, on peut se préoccuper, ça c'est une préoccupation industrielle de cette industrie, de se dire « Oh mon Dieu, mais on va exploser la facture énergétique ». Je rappelle aussi, au passage, que en fait, l'industrie des technologies numériques est la plus efficace au monde que je connaisse. C'est des dizaines d'ordres de grandeur d'efficacité, de gains en matière et en puissance. Il y a la loi de Moore et la loi de Koumi, c'est la même chose, c'est-à-dire par joule, par watt, combien d'instructions je peux faire. Et en fait, on voit qu'on a des gains d'efficacité équivalents à la loi de Moore. Et c'est pour ça qu'on a un objet comme ça. Et pourtant, ça consomme toujours de plus en plus d'énergie, de matériaux. Non, ça consomme. Il y a un rebond, effectivement, à la fois de matériaux d'abord, parce que j'ai l'ordinateur dans ma poche. Avant, j'étais dans l'ordinateur. Si on regarde les anciens ordinateurs... Ah oui, pardon. Pas moi personnellement, mais si je regarde les ordinateurs juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est des trucs qui pèsent des tonnes et qui consomment... entiers. Et pour l'allumer, il faut 150 kilowatts.
Donc, toute la pièce serait remplie par... On est dans l'ordinateur. Maintenant, j'ai l'ordinateur dans ma poche. En fait. Et donc, ça, c'est des gains d'efficacité, matière, énergie colossaux. Effet rebond. Donc, explosion de la consommation d'énergie, bien sûr, mais surtout de matériaux. C'est ça. Et en fait, ça, c'est une des difficultés, justement, de la soutenabilité, c'est que on a des générations d'ingénieurs qui ont appris à faire de l'efficacité, ce qui est logique. Mais ça ne suffit pas du tout. Je dirais que c'est un cauchemar. Ça peut devenir un cauchemar, l'efficacité, actuellement, parce que ça crée des effets rebonds. Donc, d'où la discussion sur la sobriété qui reste à inventer. C'est-à-dire, à un moment, il faut agir sur la quantité totale. Alors on va se dire, oui, mais bon, oui, est-ce que c'est intelligent ou pas? Mais il y a la physique qui va nous dire, coucou, je suis la régulation aux matériaux. Bonjour, je suis la limitation. Et donc, nous, on a des institutions qui ne répondent pas. La sobriété, ce serait des formes de sobriété, ce serait une invention institutionnelle pour introduire cette rétroaction physique qu'on va de toute façon avoir à un moment. C'est ce que je disais tout à l'heure, croiser la physique avec l'anthropologie pour essayer d'avoir une physique anthropologique, c'est-à-dire des sociétés humaines qui prennent en compte et donc qui ont des institutions qui disent « Ok, c'est super, tu as fait de l'efficacité, mais on ne va pas en fabriquer des milliards. Parce que sinon, on explose le système de nouveau. » Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efficacité, mais encore une fois, si on fait la dissociation énergie-matériaux, on retombe toujours sur ce problème. On peut discuter avec des gens en se disant le numérique raisonnable, c'est de garder l'équipement le plus longtemps possible, éviter l'obsolescence, le garder le plus longtemps possible. Et certains me disent, ah mais non, c'est pas bien parce que les nouveaux équipements consomment beaucoup moins d'énergie. Et donc, c'est là que je dis, on n'a pas de problème d'énergie. Pas de problème d'énergie, on a un problème de matériaux. Donc, ton problème, c'est que tu dis, j'ai des calculateurs beaucoup plus efficaces, donc je jette tous les autres dans une pile de déchets non recyclables et non recyclés, et je refabrique, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on crée la disparition, non pas par la consommation d'énergie, mais par la consommation de matériaux. Et l'autre chose complètement folle qu'on n'a pas, et que le vivant a, quand le vivant apparaît sur Terre, il met en place progressivement les cycles biogéochimiques qui émergent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de circularité multi-échelle qui va de l'organisme qui meurt ou qui se fait manger, donc la fraction de seconde ou la minute, etc., jusqu'à la géologie, c'est-à-dire la réinjection du dioxyde de carbone qui est capturé par la croûte terrestre grâce au volcanisme. Donc des millions de tonnes de CO2 sont réinjectées dans l'atmosphère, parce que le carbone, je vous rappelle que les falaises de Normandie, c'est du carbone. Donc, si tout devient falaise de Normandie, le vivant n'a plus de carbone, donc il est foutu. Donc, qu'est-ce qui réinjecte du carbone? La tectonique des plaques et le volcanisme qui réinjectent du CO2 qui était capturé par les roches. Donc, en fait, le vivant a inventé cette circularité multi-échelle qui fait qu'il est capable de continuer. Donc, il a résolu ce problème de circularité. Mais il utilise, c'est une vision un peu téléologique, c'est pas... Le système est auto-émergent, mais dans la circularité, il y a la géophysique de la planète. Et nous, on a envie de faire du recyclage sans tenir compte de la géophysique de la planète. Et la géophysique de la planète, elle est gratuite, entre guillemets. Le volcanisme, il est gratuit, plus ou moins. Et donc là, on voit bien, encore une fois, qu'il y a une comparaison métabolique très intéressante à faire entre comment fonctionne le vivant et comment fonctionne notre technique. Qu'est-ce que ça veut dire circularité du côté du vivant? Qu'est-ce que ça veut dire recyclage du côté industriel? Ouais, tout à fait. Peut-être pour conclure notre échange, vraiment passionnant, on aura envie de prendre plein de cas et le dessalement de l'eau de mer et ça, est-ce que c'est soutenable plus ou moins? Bon bref, parce que avec ton prisme, c'est toujours très très intéressant, on voudrait en parler longtemps. On a parlé de cuivre, on a parlé de gaz rare, est-ce qu'on ne déroulerait pas, un dernier pour la route, un autre matériau critique dont on se rend pas forcément compte dans notre quotidien, mais un procédé industriel, un matériau qui a posé problème, peut-être pas aussi vite que le cuivre, mais je te laisse Alors, je vais prendre le choix. Un exemple biologique, ce coup-ci, les poissons. C'est-à-dire, on peut avoir un système biosourcé, les poissons, faire de la surpêche et éteindre la ressource par la disparition des espèces. D'accord ? On l'a fait avec le dodo.
cet oiseau étrange qui marchait sur une île. Bon, il en reste un ou deux exemplaires dans les muséums d'histoire naturelle. Donc, on peut avoir un flux biosourcé, durable, mais qu'on épuise par surconsommation. Et encore une fois, parce qu'on n'a pas l'institution, il faut avoir des institutions qui régulent ça. C'est le prix Nobel, le vrai faux prix Nobel d'économie de Madame Ström, qui, elle, a dit, qui a montré comment la gestion des communs était possible par certaines communautés, notamment par des pêcheurs de homards, qui doivent contrôler leur niveau de pêche, parce que sinon, ils épuisent la ressource. Donc, donc du côté du biosourcé, on peut zombifier un flux de ressources biosourcées par surexploitation. On repousse le mur avec la pisciculture, avec Voilà. le poisson d'élevage. Exactement. Se heurte à d'autres limites aussi. Mais on rencontre d'autres limites, etc. L'autre manière de zombifier quelque chose, c'est de le rendre numérique. Donc, si on va dans un chai moderne qui produit de la bière ou du vin, et qu'on regarde les cuves en inox informatisées, la production moderne, on s'est dit « Oh mon Dieu, on a zombifié le vin, on est foutu. » Ouais. Alors ça paraît moins irréversible quand même que d'autres. Oui, on peut revenir au... Non, mais c'est encore un exemple d'une technique qui existe depuis des millénaires, qu'on maîtrise de mieux en mieux, et comment on l'a zombifiée alors qu'elle a duré depuis le néolithique, et même peut-être avant, d'accord ? Comment on l'a zombifiée ? On la numérise. Pour des bonnes raisons. C'est pas stupide de numériser, c'est-à-dire on contrôle la qualité du vin, la reproductibilité de la qualité, etc. On contrôle la productivité, donc il y a des tas de facteurs d'amélioration, mais il y a un détail qu'on oublie, c'est que les technologies numériques sont les technologies zombies par excellence. Et c'est pas moi qui le dis, hein, il suffit de regarder les rapports sur les matériaux, je suis pas le seul à le dire, il suffit de regarder les rapports sur les matériaux critiques. C'est toute la partie c'est le carbone, silicium, germanium, etc. Donc, indium, gallium, toute cette partie-là est la plus critique du tableau périodique. Or, c'est ces éléments-là qu'on utilise pour fabriquer les technologies numériques. Donc, c'est acté que les éléments les plus critiques, alors il y a plusieurs dimensions à la criticité des matériaux. Il y a les aspects géologiques, il y a les aspects industriels, les aspects économiques, les aspects géopolitiques. C'est multidimensionnel. Mais les matériaux les plus critiques sont ceux destinés à la fabrication des technologies numériques. Ouais. Donc, il faut des artisans boulangers sans numérique. Il en existe d'ailleurs, de plus en plus. Ça restera possible de faire du pain sans numérique, mais effectivement, en numérisant tout, en plus, on détourne des ressources du numérique lui-même. Quoi. Ça accélère, on va dire, la fin de l'ère du numérique en utilisant le numérique pour des usages dont on pourrait se passer. Bon, bref, ça en fera moins pour les usages dont on ne peut pas se passer, comme les smartphones. Super. Si les auditeurs veulent se renseigner davantage, outre te suivre, peut-être assister à ton cours, tes conférences, quelle lecture, quels autres penseurs ou experts est-ce que tu recommanderais de suivre ou de lire ? C'est toujours la question qui tue, celle-là. Bon, il y en a. Bon, là, on me demande de donner le contenu de ma bibliothèque mentale. Il y a des dizaines, oui, je sais pas combien de livres il y a. Mais je trouve qu'un auteur qui est sous-estimé, qui n'est pas très traduit en français, c'est Václav Smil. Ah oui, oula. Václav Smil est un des précurseurs de toutes ces questions, et avec une vision relativement systémique et de comment fonctionnent tous les systèmes sociotechniques que l'on a. Après, il y a énormément de livres d'histoire des techniques qui sont très intéressants. Moi, j'aime beaucoup celui de Bertrand Gilles sur l'histoire des techniques. Malheureusement, ce livre est introuvable, parce que non seulement il est à la Pléiade, dans la collection de la Pléiade, mais il est introuvable parce qu'il n'est plus édité. Mais j'en ai un exemplaire que je ne prêterai à personne. Et donc, sinon, il y a du côté... qu'est-ce que je vais dire du côté... ce qui est très important de se faire dans ces questions, c'est d'avoir une culture scientifique générale, très importante. C'est quoi le système Terre, mais pas vu par une seule discipline. Pas uniquement les géologues, pas uniquement les biologistes, pas uniquement les physiciens, mais une vision globale. Et inversement, si on est plutôt physicien, ingénieur, plutôt dans les sciences naturelles, chimiste, etc., se faire une culture dans les sciences sociales,
l'anthropologie, l'histoire, ne fût-ce que l'histoire, la sociologie, la philosophie des techniques. D'accord ? C'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne et comment fonctionnent les sciences sociales qui étudient ça. Donc en fait, dans ma bibliothèque, j'ai les deux. J'ai une partie qui est sciences et techniques, physique, ingénieur, chimiste, biologiste, etc., mais transversale, pour avoir une vision complète du système Terre. Et puis de l'autre côté, j'ai une bibliothèque philosophie, sociologie, histoire des techniques et des sciences. Et j'ai la chance de collaborer avec des collègues qui sont spécialisés justement dans l'histoire, la philosophie, sociologie, des sciences ou des techniques, et avec qui je collabore régulièrement. Et donc, je m'éduque à leur contact. Et puis, on essaye justement de faire ce croisement. Qu'est-ce que ça veut dire technologie vivante du point de vue des sciences sociales et du point de vue physique que j'amène. Et donc là, c'est un travail. Mais pour faire ça, il faut qu'on ait un minimum de culture de part et d'autre. Donc, j'ai pas d'auteur, ça me vient pas à l'idée comme ça de donner des auteurs parce qu'en fait, il y en a trop. Mais c'est ça, c'est la culture, comme on dit en anglais, polymath. C'est-à-dire avoir une vision plus transversale des savoirs. Alors évidemment, c'est un défi immense puisqu'on a une accumulation de savoirs gigantesque. Et se dire qu'on va devoir, que pour pouvoir travailler en interdisciplinarité, on peut pas tout maîtriser soi-même. Donc moi, je vais pas devenir philosophe des techniques soudainement. C'est pas le but d'ailleurs non plus. Mais par contre, je dois comprendre ce qu'il raconte et comment il travaille en fait. Ou même chose pour les historiens des techniques. Qu'est-ce que ça m'apprend, etc. Et ça permet à ce moment-là de construire de l'interdisciplinarité. Si je comprends comment l'autre fonctionne et que je suis de bonne volonté, à ce moment-là, je peux commencer à croiser mes considérations physiques avec leurs considérations historiques, sociologiques ou économiques, etc. Et donc, il faut une grande bibliothèque. Ouais, tout à fait. Bon, en conclusion, alors, je sais pas si c'est 2100 ou 2300, mais en tout cas, dans un avenir plus ou moins lointain. Donc les fossiles, c'est mort. Le numérique, c'est mort. Donc, non, le numérique tel qu'il est fait. Tel qu'il est fait, tout à fait. Pour le reste, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, tout un nouveau monde est à inventer, quoi. Enfin, mais oui, mais c'est un peu enthousiasmant, en fait. Ah oui, totalement. Mais il n'y a pas tant de... J'ai entendu le terme de long-termiste. Les gens qui pensent l'avenir très très lointain. Mais le phénomène long-termisme, long term aux États-Unis, c'est encore un mouvement réactionnaire. Ils sont prêts à sacrifier les sociétés actuelles ou les gens pour avoir une humanité galactique, que sais-je. Donc il faut se méfier. Il y a beaucoup de mouvements réactionnaires qui se couplent aux questions de soutenabilité et d'écologie, en fait. Mais penser le long terme et avoir des institutions qui réfléchissent au long terme, oui, effectivement, c'est une question. Mais pas le mouvement long-termiste qui est lui connoté du point de vue philosophique. Tu trouveras peut-être plus d'amis chez les écologistes, entre guillemets, les décroissants, en les invitant à pousser un peu plus loin leur horizon de réflexion. Voilà. Oui, tout à fait. Mais par exemple, si je regarde les investissements de la Chine dans l'industrie des matériaux et des métaux critiques, par exemple, ils ont commencé il y a 25 ans. Ils ont commencé à investir. On a estimé, ils ont investi à peu près 200 milliards de dollars sur les 20 dernières années dans à peu près partout dans le monde, y compris en Amérique du Sud, en Afrique évidemment, en Australie, etc., pour les ressources des métaux stratégiques. Donc ça veut dire qu'ils avaient une vision à long terme sur ces questions des ressources. Et je pense que du côté européen, on s'est un peu endormi sur ces questions. On découvre les choses avec 20 ans de retard. Paradoxalement, même si la Chine n'a pas un modèle soutenable, à peu près même que le nôtre, mais avec la maîtrise des chaînes de production. Mais au final, c'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde. C'est un pays capable de réfléchir sur le long terme. Donc peut-être que les prémices d'un passage à grande échelle de la recherche dans la soutenabilité forte, ça viendra peut-être d'un pays comme la Chine. Ah oui, tout à fait. Il y a peut-être une place à prendre. Il faut que j'écrive un livre en chinois. Voilà. Merci du conseil. Tu apprennes le chinois. Écoute, voilà. Ça va être compliqué. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, José. Mais de rien, merci. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet. Vous pouvez y lire des tribunes de nos invités et en débattre entre vous dans la joie et la bonne humeur. Ciao et à la prochaine.